Bonsoir à tous, bienvenue à cet événement organisé par Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard, ici présent. Merci d'être venus aussi nombreux, très très nombreux, hein. Ça témoigne de la belle dynamique de Nouvelle Énergie. Donc je suis le relais à Paris du parti Nouvelle Énergie et avec Diane Lamarche, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, ici. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions et surtout si vous voulez adhérer. Et je passe maintenant la parole à Joël Dagosseri. Bonsoir à tous. Alors juste quelques mots pour vous expliquer le déroulé de la soirée. Donc on aura le débat. Alors je ne sais pas si on entend bien. Hop, c'est bon ? Ah, c'est mieux. Donc je disais quelques mots pour vous expliquer le déroulé de la soirée. Donc on aura le débat, bien sûr. Ensuite, on aura un petit moment de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent. Donc vous avez la possibilité de poser vos questions, d'intervenir, de contribuer. Donc n'hésitez pas. Le micro passera, je pense que c'est Alix qui vous passera le micro dans les rangs. Donc voilà, vos contributions sont les bienvenues, fortement recommandées par le chef. Et ensuite, nous aurons un moment convivial. Donc, à l'étage en dessous, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais on pourra se réunir juste après pour échanger, pour partager un moment, une petite collation. Peut-être que vous aurez un petit peu faim. Et puis ensuite, ce sera tout. Voilà. Donc, pour les adhésions, n'hésitez pas à aller voir Alix, puisqu'il y a des bulletins d'adhésion. On sait qu'on a reçu pas mal d'inscriptions de personnes qui n'étaient pas encore adhérentes à Nouvelle Énergie. Donc vraiment, si vous sentez l'envie après le débat, n'hésitez pas. Donc, avant de rentrer dans le cœur du débat, je vais laisser la parole... Ah non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas présenté nos invités. Je manque à tous mes devoirs, pardon. Donc, ce soir, nous avons comme invité, nous avons Stéphane Simon, qui est producteur et journaliste. Bonsoir, Stéphane. Nous avons aussi Abnous Chalmani. Hop, Abnous est écrivain et journaliste. Voilà. Et nous avons bien sûr l'honneur d'avoir avec nous Monsieur David Lisnard, qui est le président donc, de Nouvelle Énergie, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Ça fait beaucoup de présidents. Et je lui laisse la parole pour introduire le débat. Merci Joël, merci à tous d'être aussi nombreux. Je ne sais pas si ce micro fonctionne bien. Est-ce qu'au fond vous m'entendez bien ? Alors, déjà, la réponse est contrastée. Elle renvoie à votre libre arbitre et on sera directement dans le vif du sujet comme ça. En tout cas, je suis très très heureux de nous retrouver aussi nombreux. Merci à vous d'être présents ce soir pour parler culture, politique, engagement, rayonnement, liberté, bref, autant de mots étourdissants et captivants. Merci à toi, Brigitte, d'être ici qui porte des convictions communes depuis longtemps et de mener toujours avec courage et compétence les combats ici, dans cet arrondissement, dans cette circonscription, dans cette ville, dans ce pays. Voilà. Merci à toi. Merci à tous d'être là et je suis très très impressionné de voir aussi nombreux et puis de voir la qualité de cette assemblée. Très heureux d'être dans ce lieu qui est porteur d'une poésie évidente, d'une esthétique manifeste et d'une créativité qui en a fait la célébrité et qui en a fait une marque d'ailleurs sur le plan culturel. Merci à vous de venir vous intéresser à la chose publique, à Nouvelle Énergie, et Alix et Diane sont là à votre service et je leur en sais gré. Elles sont bénévoles comme tous ceux qui s'investissent dans un parti politique et elles le font avec beaucoup de talent. Et puis merci à vous d'être venus parler de culture. Ce thème dont nous avons su lors de la crise Covid qu'il n'était pas essentiel. Je me souviens, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ce qu'on a vécu sur cette période-là, que dans la nomenclature de ce qui était décidé comme étant essentiel ou non essentiel dans notre vie humaine, il faut bien peser chaque mot, c'est-à-dire donc une nomenclature décidée par une administration ou un gouvernement pour décider ce qui était essentiel ou pas. Donc aller dans un magasin de bricolage était essentiel. Et je respecte complètement ça, je suis très admiratif, j'en suis incapable. Donc voilà. Mais en revanche, acheter une chemise n'était pas, ou un caleçon n'était pas essentiel.
a acheté un sapin de Noël grâce à un intense lobbying des producteurs de sapins de Noël qui avait permis de faire une interministérielle et pendant 15 jours d'obtenir un décret inscrivant les sapins de Noël comme bien essentiels, donc étaient essentiels, mais les boules qui ornementaient le sapin de Noël, elles, n'étaient pas essentielles. Et donc, acheter un boulon était essentiel, mais acheter un livre n'était pas essentiel. Et cette évidence que l'on a vécue pose la question de l'importance, du poids, du rôle de la culture dans nos vies, dans un pays qui en a fait un élément d'exception et de rayonnement. D'exception, cette notion d'exception culturelle. Le pays de l'exception culturelle a été le pays qui, par exception, a fermé les librairies. Il y en a eu 2 en Europe. Et ce constat qui m'avait, vous l'avez compris, atterré à l'époque, m'a amené à confirmer cette nécessité de placer la culture au cœur du débat politique et de l'action politique, parce que finalement, je me suis aperçu que les élites qui décidaient, et il faut des élites, et ne croyez pas que je sois devenu marxiste ou anti-élite, mais encore faut-il que l'élite soit légitime, il ne s'agit pas d'être légitime, elles-mêmes avaient un accès à la culture qui leur permettait de faire fermer les bibliothèques parce qu'elles en ont chez elles, quoi. Moi, j'ai une belle bibliothèque chez moi, je ne sais pas si je suis dans l'élite, mais j'ai une belle bibliothèque. Et j'ai de quoi encore lire pour plusieurs générations. Et donc, je pose d'emblée le thème ainsi. Ne pas considérer que la culture serait essentielle est une régression civilisationnelle majeure. Et je crois que dans notre action, dans le combat politique, qui ne doit viser qu'une notion géniale, d'ailleurs très récente, qui est celle du bien commun, qui peut être très dangereuse lorsqu'elle engage une matrice qui écrase les autres, eh bien, dans notre combat politique, si nous aimons le pays, la France, si nous pensons que chaque communauté, et en l'occurrence une communauté nationale, a besoin d'être prospère, de se projeter, et pas simplement de se protéger, ce qui est aussi vital. Une communauté d'abord se protège, elle a été inventée pour ça, l'État a été inventé pour ça. Eh bien, le débat culturel doit irriguer le débat politique. Et c'est pourquoi je suis très heureux qu'après avoir évoqué l'écologie il y a quelques semaines et l'environnement, eh bien nous évoquions la culture à travers cette dialectique que vous avez évoquée tout à l'heure. Instrument de liberté, c'est quoi la terminologie exacte? Levier de liberté, et moyen de liberté et levier de puissance. Alors, poser cette question-là, levier de liberté, moyen de puissance, renvoie effectivement au rôle et à l'intérêt de la culture comme outil de rayonnement, de prospérité, de puissance pour une nation ou pour un continent. On en parlera aussi tout à l'heure, en articulation France-Europe. Et puis, bien sûr, pose la question de l'outil de liberté. Prenons les items tels qu'ils viennent. La culture, dans la dialectique, est ce qui, non pas s'oppose, mais ce qui intervient en symétrie à la nature. Et l'être humain est toujours précisément dans cette dialectique entre nature et culture. Et tout ce qui a distingué l'humain des autres espèces animales réside dans sa capacité à faire des ruptures. Toutes les espèces animales se reproduisent, se protègent, s'adaptent et évoluent. Darwin l'a démontré mieux que quiconque, même si sa pensée a été dévoyée et mal utilisée. Et puis il y a une espèce à part, on ne va pas faire la genèse, enfin, à tous les sens du terme d'ailleurs, mais qui est l'être humain qui, pour des raisons d'ailleurs de morphologie, développe une partie de son cerveau et commence à se distinguer des autres espèces animales en faisant des actes qui apparaissent inutiles, qui sont des actes de rupture. Peindre les grottes de Lascaux, prier, c'est un acte spirituel. Pas d'autre espèce, à notre connaissance, qui prie. Et donc la culture, y compris dans sa dimension globale, c'est-à-dire de code de signification, de code commun, comme dans sa signification artistique, renvoie à l'inutilité d'une action qui en fait toute la singularité de l'homme. Et c'est pas pour faire de la je suis pas philosophe, j'en ai pas le niveau du tout, mais c'est pour répondre à la question du bien, de l'essentiel ou pas. Non seulement la culture est essentielle, et ce serait une conclusion, mais elle est vitale, parce que la culture, c'est par définition la liberté. Et que la liberté, on le sait tous, c'est la responsabilité, et que la liberté, c'est une capacité de rupture.
C'est ce qui nous met devant le caractère étourdissant de la condition humaine. Donc une politique publique qui réduit la culture, qui entrave la culture, est une politique publique qui a une dimension d'opposition à une réalité anthropologique. Michel Onfray dirait ontologique. Il aime beaucoup le mot, il a raison, qui renvoie à notre essence. Donc je crois qu'il est du devoir, et ça a été d'ailleurs une des parties du génie français, depuis l'Ancien Régime, et même avant, mais il n'y a pas que le génie français, de faire de la culture, cet acte qui paraît inutile, un acte de liberté, puisque c'est un acte de rupture, c'est par définition l'acte de création. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi je vois beaucoup de points communs dans ce que je vis, entre mon expérience du petit commerce, qui m'a beaucoup frappé par ma vie familiale et voilà, ma vie, mon expérience de maire, où vous êtes obligé de toujours trouver des solutions, d'être créatif, plus vous êtes contraint, plus vous trouvez des créatifs. Quand vous êtes commerçant ou chef d'entrepreneur, chef d'entreprise, vous devez trouver des solutions. On parle de création entrepreneuriale. Et l'acte artistique. Alors beaucoup d'artistes qui, par pavlomisme et par paresse, sont gauchistes, sont de la gauche, détestent les chefs d'entreprise, tout en acceptant le mécénat avec beaucoup de plaisir. Mais en fait, ne se rendent pas compte qu'il y a un point commun, mais essentiel, c'est-à-dire de cette prise de risque, cette folie qui fait qu'on a la prétention de penser qu'on peut rompre un ordre établi pour amener un progrès ou créer quelque chose. C'est aussi une démarche scientifique. Et dans le livre que nous avons écrit avec Christophe Tardieu, qui s'appelle « La culture nous sauvera », vous pouvez toujours acheter aux éditions de l'Observatoire, je crois que pour la somme de 18 €, ne vous en privez pas. C'est une façon d'aider les éditeurs. Il y a un chapitre sur l'éducation artistique et culturelle. Et ça fait combien de temps que je parle ? 10 minutes au moins ? 13 minutes. Il faut que je parle combien de temps ? Alors, on a 1h30 de débat. Donc, il faut que je parle combien de temps ? Dites-moi. Là, encore 10 minutes. Parce que je commençais à introduire l'introduction. Donc, non, je vais être plus court. Il a fallu que je m'échauffe un peu là, avec mes concepts. Bon, ça y est, ça vient. Pour passer du zéro artificialisation net qui m'a occupé 4 heures de mon après-midi. Voilà. Donc, maintenant. Et oui, c'est toujours ce destin que nous partageons. Et donc, là-dessus, donc, la culture, disais-je, et l'acte entrepreneurial, et je ne sais plus ce que je vous racontais, du coup, à force de faire des digressions, mais ça, c'est un travers aussi. Le livre, voilà, qu'il fallait acheter. Merci, c'est pour voir si vous suiviez. Le livre, vous disiez qu'il fallait absolument l'acheter, voire en plusieurs exemplaires. Et donc, il y a un passage sur l'éducation artistique et culturelle, sur le patrimoine, avec nos profils différents. Christophe est secrétaire général de France Télévisions actuellement. Il a été administrateur de grandes institutions, de grandes maisons, comme Versailles, comme l'Opéra de Paris. Il a un profil, il est extrêmement sachant, compétent, cultivé, bien plus que moi, et avec une expérience de haut fonctionnaire. Moi, j'ai une expérience plus autodidacte de la chose, plus inductive. Et donc, on était d'accord sur l'essentiel. On a fait un livre ensemble, et puis des points, on était moins d'accord, mais on les a pas mis dans le bouquin où on a dit qu'on n'était pas d'accord sur certains points. Alors, on l'a écrit. Bon. Mais il y a un passage sur également l'éducation scientifique. Voilà, je le dis au passage, qui lui aussi a un pont très important sur la création. Et quand la science et culture progressent souvent de façon parallèle, contrairement là aussi à un lieu commun. Parce que c'est une caractéristique de l'homme que de chercher, de rompre, d'expérimenter, de faire des erreurs. Et d'ailleurs, ce qui nous renvoie donc à la liberté. Donc, affirmons-le clairement, si on estime que la liberté est la valeur principale, essentielle, majeure, comme source de prospérité, comme source de rayonnement, comme source de joie, c'est-à-dire de grâce, voire de bonheur, ce qui est un peu plus bourgeois, on doit défendre la culture. Et on doit défendre la liberté. Les deux se nourrissent. Ce qui ne veut pas dire que la culture, que la création n'est pas sous contrainte. Toute création est sous contrainte. Et toute liberté génère une responsabilité. Et n'existe que par la responsabilité. À Nouvelle Énergie, on a mis dans le credo qui accompagne notre parti la liberté en première valeur, source de création. Donc défendre la liberté entrepreneuriale, être exaspéré par la montée de la bureaucratie, démontrer les injonctions contradictoires que l'on subit, démontrer l'excès de prélèvements obligatoires qui fait que la France aujourd'hui a le record de dépenses publiques de tout l'OCDE. On est entre 55 et 60% du PIB selon les millésimes. Record absolu, qu'on a aujourd'hui le record des prélèvements obligatoires,
impôts et charges. On n'a jamais autant dépensé d'argent public avec un service public aussi peu présent sur le terrain. Et ce n'est pas la faute du néolibéralisme, c'est la faute tout simplement de la dysfonction publique qui a fait qu'il y a de moins en moins de responsabilité, de liberté d'action et donc de performance publique. Et à un tel point, c'est que dans le débat politique, la dialectique est totalement simpliste, consiste à dire soit on serait un salaud de comptable, soit on serait un inconséquent dépensier. Entre les deux, il y a la recherche de performance publique. Et la performance ne peut se faire que par la responsabilité individuelle qui exige la liberté. Donc, la liberté et la culture sont intimement, intrinsèquement liées. Et la performance publique est liée au sens commun et au sens collectif qu'apporte la culture. Et on en arrive à cette problématique d'un levier de puissance. La culture aujourd'hui en France, prenons quelques chiffres, représente quasiment directement 800 000 emplois. Représente un PIB entre 2 et 3% du PIB. Point de PIB, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros. Donc c'est supérieur à l'industrie automobile. Ça le sera hélas de plus en plus puisque l'électrification accélérée de la filière détruit notre industrie. Et lisez les Échos d'aujourd'hui et vous verrez que l'industrie automobile chinoise se porte très bien. Ce sont 440 000 monuments du patrimoine, dont 20% sont en très mauvais état. 44 000 monuments du patrimoine qui, eux, ont un intérêt reconnu, public, à haut niveau artistique. Et là, on a le même ratio, 20% en mauvais état, 7% sont en état de dégradation avancée. La culture, ce sont des festivals très souvent inventés en France qui sont évidemment des éléments de rayonnement, de puissance donc, de soft power, comme on dirait en bon français, qui sont des éléments de plaisir, notamment on pense tous au festival d'été, mais il y a divers qui sont formidables aussi, mais qui représentent des dizaines et des centaines de milliers d'emplois, qui représentent parfois des vecteurs d'identité locale très forts. C'est-à-dire qu'ils se fondent sur une identité, mais comme une identité, si elle est fossilisée, elle meurt, qui eux-mêmes font évoluer. Moi, je le vois très bien à Cannes. La ville de Cannes, qui est une ville très atypique, par sa sociologie, 20% de pauvreté, bien supérieure à la moyenne nationale, mais aussi beaucoup de richesse, etc., a été une ville internationale à partir du 19e siècle. Et elle est devenue aujourd'hui une ville capitale, j'ose le terme ici, en matière d'événements, notamment culturels, avec le Festival de Cannes comme étendard. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du festival, mais on pourra l'évoquer tout à l'heure. C'est très intéressant de voir ce qui a amené à avoir cet événement. Et on peut penser ce que l'on veut du Festival de Cannes. C'est le plus grand festival culturel au monde en nombre de retombées médias, d'accrédités, et c'est le plus grand marché du film au monde. Les États-Unis ont essayé de le faire, ils n'ont jamais réussi. Ils ont essayé à Los Angeles, ils ont essayé à New York. La Chine a essayé de le copier à plusieurs reprises. Et après Cannes, il y a Berlin, puis ensuite il y a Venise loin derrière. Et quoi qu'on pense de Cannes, de son entre-soi, de tout ce que l'on veut, cet événement amplifie, malgré ses erreurs, etc., son avance. Et il y a un côté génie français dans le Festival de Cannes. Donc, et à partir du festival, il a fallu faire un monument pour que le festival soit à l'aise. Donc il y a eu un palais qui a été construit dans les années 50. Puis une fois que ce monument était là, il fallait le remplir. Et il y a eu toute une spirale vertueuse et qui fait qu'aujourd'hui, dans les 140 manifestations accueillies dans le palais, si on enlève le théâtre, etc., si on prend les événements professionnels, vous avez les 10 leaders mondiaux sur la création. Le Cannes Lions sur la pub et le numérique. Vous avez également le MIPCOM, qui est le leader mondial de la communication. Vous avez également le truc que je n'aurais jamais oublié, ça fait 20 ans que je le fais, bon c'est pas grave, je n'arrive pas à vous le dire de toute façon. Vous avez le MIP TV avec le Cannes Série, le festival qu'on a lancé il y a quelques années. On vient de relancer le MIDEM, puisqu'on a racheté la marque et qui a produit, et j'en oublie, et des meilleurs, et qu'ils me pardonnent. Donc, et autour de ces événements, qui sont souvent le dernier maillon d'une filière économique, on a ensuite créé une université, sur la filière Cannes Créative. On a inauguré le campus il y a 1 an et demi. On a créé un hôtel d'entreprise pour faire de la fertilisation croisée entre la création entrepreneuriale et les 35 formations dont l'essentiel sont Bac plus 2, Bac plus 8, sont des formations donc sur les métiers de l'écriture. On va être capital métier d'écriture. Et donc aujourd'hui, des investisseurs privés investissent une centaine de millions sur des studios. Donc il y a toute une chaîne vertueuse. J'ai cité Cannes, pardonnez-moi, mais on pourrait citer Angoulême.
où un écosystème absolument performant s'est développé. Regardez Jazz à Marciac, c'est extraordinaire. Dans le Gers, c'est devenu un des plus beaux événements au monde, et tant d'autres que je ne cite pas, hein, pardonnez-moi, mais la France a un génie dans les événements culturels. Donc l'événementiel culturel est devenu un étendard de la France. C'est pourquoi il est incongru, impensable, parce qu'en raison de la désorganisation régalienne du pays, qui plus le pays a prélevé d'impôts et de charges, moins il a été performant sur le régalien, on ne soit pas capable d'organiser les JO et des festivals, et de tenir des festivals. Il y a un enjeu économique, de rayonnement, de soft power, vous mettez tous les termes que vous voulez, majeur. Et de même qu'on a inventé des grands événements sportifs, un génie français de l'événementiel, le Tour de France, la Coupe du Monde, etc. Eh bien, il y a un génie sur l'événementiel culturel. Quand j'enlève mes lunettes, je ne vous vois pas parce que je suis myope, et quand je mets mes lunettes, je ne vous vois pas parce que je me prends dessus. Oui. Donc je ne vous vois pas, mais je vous ressens, ce qui est que c'est bien plus fort. Donc on l'a dit, presque 800 000 emplois, entre 2 et 3% du PIB, une somme d'événements et une interaction, et bien d'autres aspects, le tourisme culturel. Le tourisme représente plus de 7% du PIB, 11% des emplois en France, c'est le premier secteur économique, une partie importante du tourisme, et ce sera de plus en plus vrai, et le tourisme culturel. Et donc on voit bien que l'enjeu est majeur. Et pour vous en convaincre que la culture n'est pas un accessoire, que c'est donc intrinsèquement la caractéristique de l'humanité, et que si la culture régresse, la civilisation régresse, et la barbarie progresse, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, tous les totalitaires s'attaquent systématiquement à la liberté d'expression et font des autodafés. Donc, premier aspect, liberté. Donc, et deuxièmement, la culture est un élément de rayonnement, de création de richesse, de création de valeur. C'est un investissement. Dépenser dans la culture, et comme tout investissement, il y a un risque. Mais c'est consentir un coût immédiat en vue d'une satisfaction supérieure future. C'est la définition de l'investissement. Donc c'est une création de valeur ajoutée. Et de valeur ajoutée, sonnante et trébuchante, je l'ai calculé en points de PIB. Le tourisme, aujourd'hui, je le répète, vit notamment de la culture. Et beaucoup de solutions, à mon sens, d'ailleurs pour l'avenir, mais on l'évoquera peut-être dans le débat, tiennent au lien entre tourisme et patrimoine. Il y a des mécanismes économiques, des écosystèmes locaux à mettre en place, un écosystème c'est souvent local d'ailleurs, à mettre en place pour la rénovation du patrimoine sans ponctionner le contribuable, mais en ponctionnant le client, ce qui est un peu différent, parce que c'est une ponction choisie et voulue, à l'instar de ce qui s'est fait en Espagne, ou au Portugal d'ailleurs, avec plusieurs systèmes. Donc je ne suis pas exhaustif ici dans le sujet, mais on le voit bien, il y a un enjeu majeur, et comme à Nouvelle Énergie, nous portons une ambition pour la France, nous voulons avoir une influence sur le débat, nous voyons le déclassement français, ce déclassement qui fait qu'on était au 3e rang, puis au 5e rang en PIB par habitant jusqu'aux années 80, qu'aujourd'hui on est au 17e rang en PIB par habitant, donc un déclassement relatif. Enfin, en tout cas, c'est un déclin relatif, mais c'est un déclassement, lui, qui est absolu, par habitant, en richesse par habitant. Avant de répartir la richesse, il faut la créer, parce qu'après avoir fait virer les milliardaires, on verra les millionnaires, et puis on a toujours plus riche que soi. Hein, surtout quand on est aigri. Donc, je ne veux pas de digression sur les délires de NUPS, là, mais donc, la création donc, on veut la prospérité du pays, déclassement que l'on retrouve lorsqu'on regarde l'évolution en matière de sécurité, hein, et qui n'est pas une vue de l'esprit. Moi, je le vis de façon inductive, mais on le voit en façon statistique. Le nombre de RICS, quand j'ai commencé à être élu municipal à Cannes, dans une ville qui, je crois, est bien tenue, une RICS au couteau, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est quotidien. Hein, c'est malheureusement. Alors, c'est pas forcément grave, mais il y a... Et ça, c'est une réalité, on peut me dire ce que l'on veut, c'est une réalité factuelle. La dégradation, pas partout, heureusement, pas à Cannes, en tout cas, de l'espace public. Le déclassement, quand on le retrouve sur le plan industriel, on vient de passer derrière l'Espagne en termes de création de richesse liée à l'industrie. On est à moins de 11% du PIB. En industrie manufacturière, on est à 10,2%. On était loin derrière l'Allemagne depuis un certain temps, mais ce n'était pas inéluctable. On est passé derrière l'Italie, considérablement, loin derrière la Suisse. Quand j'étais gamin,
Mon frère est là, nos parents allaient faire leurs courses en Suisse il y a 50 ans. Hein, parce que c'était moins cher. Ça fait rigoler maintenant quand on dit ça. Ça fait rire. La Suisse est devenue une puissance industrielle. Donc déclassement dans beaucoup de domaines. Et déclassement, et notamment sur le régalien, je disais tout à l'heure, notre diplomatie, notre armée, alors des annonces ont été faites, mais c'est dans l'exécution des choses qu'il faut analyser la réalité d'une politique publique et pas simplement dans les discours, et c'est très vrai en ce moment. Et donc face à ce déclassement, il faudra évidemment renforcer la performance publique, c'est le nœud gordien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, comment moins prélever sur le contribuable, mieux récompenser et donner du sens aux missions des fonctionnaires, avoir un État qui se recentre sur ses missions, qui soit protecteur, et comment avoir donc une dynamique. Et c'est la base de tout, parce que vous ne pourrez pas développer une politique publique performante si vous n'avez pas une performance de l'appareil public. Ça renvoie à la subsidiarité, à la décentralisation, à deux thèmes qui ne sont pas ceux de la soirée. Je ne voudrais pas polluer et rester focalisé sur la culture. Et donc, nous devons porter une ambition culturelle. Nous devons faire de la culture un élément central du débat politique. C'est quoi une politique culturelle au XXIe siècle ? Et quel est le rôle d'une administration publique sur la culture ? Est-ce qu'elle étouffe ? Est-ce qu'elle cultive l'entre-soi ? Ce qui a souvent été le cas. Mais l'observation objective consiste à constater aussi que des grands mécènes, les rois, ont porté aussi une dimension culturelle, et que même si le président de la République a estimé qu'il n'y avait pas de culture française, qui est une des énormités qu'il a pu dire, il y a évidemment une culture française qui est universelle comme toute culture. Toute culture a ce paradoxe et riche, cette richesse d'être à la fois enracinée et universelle. Je cite souvent ces exemples, mais la France, tiens, on prend Daft Punk, ils sont arrêtés, c'est totalement universel et c'est totalement français. Il y a une vibration française, une poésie française dans la musique électronique qui vient de Schaeffer, qui vient de Pierre-Henry, que Jean-Michel Jarre a vulgarisé, etc., qui est une évidence. De même que lorsque vous entendez les Beatles, les Clash, Oasis ou Blur, ça ne peut être qu'anglais. Et c'est totalement mondial. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc la culture a ça, de ramener à des histoires d'êtres humains, quoi, avec leur syncrétisme, leur vibration. Enfin, Dali vient de Catalogne, mais à un moment donné, il contribue aussi à une culture européenne, une culture française. Regardez sur cette notion qui est fondamentale, et je vais arrêter parce que je vais conclure dans pas longtemps. Mais quand Picasso s'occupe de statuaires africaines, c'est plus il devient pas l'artiste africain. Il y a un art contemporain africain merveilleux en ce moment. Je vous annonce la création d'un musée d'art contemporain africain à Cannes, avec la collection Pigozzi. On cherche des mécènes. Vous m'avez l'air plutôt de CSP++ dans cette assemblée. donc, ne vous privez pas, après avoir adhéré à Nouvelle Énergie quand même. Mais il en fait un objet qui devient un objet à la fois qui est relié à sa culture totalement européenne, mais qui est une innovation, une création, et c'est ce qui est merveilleux. J'écoutais récemment, il y a 2 jours, grâce à Belle-Sœur, une émission, Une nuit avec Claude Nougaro, 6h02. Bon. Et à un moment donné, on lui dit « Est-ce que vous êtes un jazzman ?» Il dit « Non, je ne suis pas un jazzman. » Il dit « Moi, c'est les gens qui jouent un instrument, Maurice Vander, son pays, ça c'est un jazzman, il crée. » Mais Claude Nougaro, qui est un immense artiste français, chaque phrase qu'il dit est une métaphore. Enfin, le type, on se demande, c'est extraordinaire. Enfin, il disait paix à son âme, mais comme tout artiste, il est éternel. A rendu accessible, a amené au jazz beaucoup de ceux qui l'ont découvert et qui ont découvert donc une musique qui était elle-même un syncrétisme, qui venait des États-Unis, mais qui venait des esclaves, etc., du blues. Enfin, c'est fantastique. Bref, je ferme. Donc, la culture est véritablement essentielle, nous sauvera, est un élément de liberté. Et pour conclure, dans le déclassement que j'évoquais, je viens de vous citer plein d'éléments de déclassement. Il y a un élément. On est actuellement en plein dans le débat sur le pouvoir d'achat, avec les effets de l'inflation, et puis les génies qui depuis une quarantaine d'années, découvrent que lorsqu'on fait une politique d'expansion budgétaire et une politique d'expansion monétaire, et qu'on ne produit pas plus, ça crée de l'inflation. Bon.
parce que et effectivement que l'inflation, elle touche d'abord ceux qui ont peu de revenus, c'est tautologique, c'est une évidence, et en particulier ceux qui dépensent pour d'abord leur logement, leur nourriture et leur transport. C'est pour ça que les gens pauvres sont les premiers victimes de l'inflation. Et ces personnes-là, on parle de pouvoir d'achat, et on a une multitude de distributions de chèques en bois, y compris de chèques bois en bois, ou de chèques en bois. Vous avez vu, un chèque bois de 100 € pour acheter du bois. Non, mais je ne plaisante pas. Depuis le 1er janvier, il y a un chèque de 100 € pour acheter du bois. Il y a un chèque covoiturage. Enfin, c'est un chèque très compliqué, celui-là. C'est une vraie usine à gaz qui est paradoxale à un moment où on doit limiter notre empreinte carbone. Et donc, il y a une multitude de chèques. On peut ironiser. C'est malheureusement une réalité. C'est une forme de clientélisme mondain d'État. Bon. D'ailleurs, je suis effaré de voir à quel point on sacrifie les générations futures avec un cynisme déconcertant. Et donc, alors les gouvernants, ils ne comprennent pas, ils disent, mais quand même, ces Français, qu'est-ce qu'ils sont ingrats, quoi. On leur fait des chèques, nous vous aidons. Vous savez, le langage paternaliste d'État, qui, moi, m'indispose au possible, mais c'est parce que j'ai trop lu d'Orwell ou de Ayn Rand. Bon. Et donc, nous vous aidons, nous vous soutenons. Alors, c'est bienveillant, puis parfois on nous gronde un peu, et on nous distribue des chèques. Voilà. Je crois que la finalité ultime de la politique, c'est la dignité humaine. Alors, c'est une notion, vous savez, qui est récente, qui a 2000 ans, et qu'on retrouve dans différents courants de la vie politique, notamment dans la démocratie chrétienne, c'est la dignité humaine. Je crois et que la dignité ne se fait pas par le guichet, qu'il doit y avoir des dispositifs d'aide. On le pratique très bien localement, avec nos centres communaux d'action sociale. Il doit y avoir des politiques d'État. Il doit y avoir des politiques de charité, c'est-à-dire de dons individuels, et des politiques sociales de solidarité par l'impôt. C'est un progrès. Mais que c'est comme tout, c'est une juste proportion. Et que tout doit permettre à l'individu de s'émanciper. Et qu'aujourd'hui, c'est des gens qui disent « je ne comprends pas ces ingrats français, on leur fait plein de chèques ». Et on est de plus en plus impopulaire, ne comprennent pas que le déclassement n'est pas que matériel. Que le sentiment de déclassement est aussi spirituel. Et c'est un déclassement tout simplement existentiel. Et que le sens dû à la politique, c'est de trouver une ambition de prospérité, c'est de bien gérer les affaires de la cité, c'est de défendre les usagers de services publics et les contribuables, c'est d'aménager le territoire, c'est de protéger les paysages. Mais c'est aussi, et tout est lié, de créer une communauté de destin qui nous permette de nous transcender, de nous émanciper, d'être à la fois libre à titre individuel et puissant, pour reprendre les deux termes, à titre collectif. Et que donc, pour cela, la culture avec l'instruction, puisque le plus grave des déclassements français est le déclassement de l'instruction publique, qui fait qu'on est 17e sur les 18 pays de l'OCDE en matière de performance en mathématiques, qu'on est devenu dernier au classement PISA, qu'on est dernier au classement Teams, donc le déclassement éducatif est le plus grave. Et le plus grave, il se fait au détriment des classes moyennes et du peuple en priorité, qui n'ont pas accès aux écoles que nous connaissons tous et qui permettent d'avoir pour nos enfants des écoles de performance. Et donc, que face à ces déclassements-là, la culture est un vecteur essentiel, et je voudrais terminer ma boucle, un vecteur essentiel à la fois d'émancipation individuelle, de réalisation, pour échapper au déterminisme, arriver à donner confiance à des gamins, pour qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir accès à un capital qui va leur permettre d'affronter la vie, et que ce capital est un capital intellectuel, comportemental, de curiosité, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient musulmans, catholiques, agnostiques, juifs, bouddhistes, on s'en fout. C'est ça la beauté de l'universalisme républicain. Transmettre ce capital, cette curiosité d'esprit, cette foi dans l'acte de création, donc cette espérance, est le premier facteur d'émancipation et de lutte contre le déterminisme. C'est ce qui fait que moi je me suis senti, alors je sais que ça ne veut plus dire grand-chose de gauche-droite, mais j'ai toujours ressenti dans ce qu'on disait de droite, la façon d'affronter la vie en maîtrisant son destin, en se créant son propre univers, en cultivant son jardin, aurait dit Voltaire. Voilà, son petit capital. Les curiosités, les rencontres, on crée, on acquiert, et avec la maîtrise du langage.
le français. Donc, la culture nous sauvera, elle sera un vecteur de liberté et de puissance que si l'instruction publique retrouve sa place centrale dans les politiques publiques de façon qualitative. Pas vu comme on dépense toujours plus de milliards, mais avec une exigence, que si également on fait de la culture un levier de puissance, c'est-à-dire de cohésion sociale, autour de grandes œuvres de l'esprit. Tout n'est pas artistique, tout n'est pas culturel. Faire du jonglage dans la rue ou être cracheur de feu, c'est très respectable, mais ce n'est pas une création artistique et culturelle. Et il y a parfois la confusion entre la version anglo-saxonne et allemande de culture et la version française du terme, mais faire apprendre l'amour des grandes œuvres de l'esprit. C'est-à-dire qui, comme disait Hannah Arendt, ce sont les œuvres qui résistent à leurs auteurs, qui sont des failles entre le passé et le futur, qui sont un acte de création absolu, le présent. C'est ce truc furtif que Bergson évoque aussi dans sa notion de durée. C'est le plus grand service que l'on puisse rendre au pays. Et donc, nous avons aussi besoin d'affirmer la nécessité absolue de placer l'éducation artistique et culturelle comme une réalité performante et vivante au cœur des programmes de l'éducation nationale, d'une part, et d'autre part, et donc la gauche a eu raison là-dessus, sur cette notion, sauf qu'elle en a fait un truc de macramé, quoi, de MJC, qui est une formidable création de MJC, hein, que Malraux ne regarde, ne nous en veuille pas, mais que parallèlement, on mette les grandes œuvres de l'esprit. Tout ne se vaut pas, parce que ce qui fait aujourd'hui le mal-être de nos sociétés, c'est le nihilisme qui résulte tout le temps du relativisme. Relativiser les choses, c'est une source d'intelligence. Apprendre à nuancer, à relativiser. Mais en revanche, le relativisme, comme toujours les moraïsmes, consistait à dire que tout se vaut, arrive à dire que rien ne vaut. Et quand rien ne vaut, c'est l'effondrement d'une civilisation, d'une société. Donc moi, je crois qu'on a tout pour rebondir. On a tout pour être une grande nation. On a tout pour être un grand pays, à condition que ceux qui s'engagent dans la politique s'investissent aussi sur ces problématiques, et notamment les problématiques culturelles. Et qu'on montre que les grandes œuvres architecturales qui résistent au temps, et donc il faut du temps, il faut retrouver le sens de la temporalité, que les grandes œuvres musicales, que les grandes œuvres littéraires, enfin bref, tout ce qui, les grandes œuvres aujourd'hui, la création numérique, le métavers on en parlait récemment, on va créer un événement autour de ça, c'est en train de mûrir dans la tête, n'est pas qu'un truc d'audiovisuel. Comme le cinéma, c'était pas simplement des acteurs de théâtre qu'on filmait. Ça a été une nouvelle forme narrative, une nouvelle créativité. Le métavers va ouvrir des voies de création, c'est pas gadget, absolument inouï, de qualité artistique, comme le cinéma est devenu un art majeur, comme le théâtre est devenu un art majeur avant lui, etc. Donc, il faut investir dans toutes ces questions, il faut investir sur ces problématiques, il faut que tous les Français, quelles que soient leurs conditions, leurs origines, aient un apprentissage au cours de leur vie d'un répertoire de grandes œuvres de l'esprit qui font partie du patrimoine commun. Et vous verrez, je le crois, que parallèlement à des politiques de relance de l'activité économique par une politique de l'offre qui passe réellement par une compétitivité fiscale et sociale et normative, par des politiques d'efficacité de l'organisation de l'appareil d'État qui passeront forcément par un renforcement de l'État sur ses missions de base, par une grande ambition industrielle qui passe par des entrepreneurs, par une capacité capitalistique accrue grâce à des fonds de pension et à l'introduction d'un étage de retraite par capitalisation obligatoire qui créerait l'espoir, y compris pour les plus pauvres, d'avoir enfin un patrimoine à leur retraite. Et parallèlement à cela, une politique éducative ambitieuse, une politique culturelle ambitieuse nous permettra d'être plus libres et plus puissants. La France ne peut pas être une grande puissance dans tous les domaines, ne peut plus être une grande puissance dans tous les domaines. En revanche, nous avons l'impérieux devoir de devenir une superpuissance éducative et culturelle. C'était les 2 minutes vraiment les plus exceptionnelles de notre vie, je crois. Alors on va débuter, pardon. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je pense que c'est bon. On va commencer par aborder le rayonnement culturel de la France. Ah oui, je casse tout. Merci. Donc le rayonnement culturel de la France, on va essayer d'en faire un état des lieux assez bref ou long, selon votre convenance. On va dire que la France était jusqu'au 19e siècle la première puissance culturelle.
Ça, il faut le savoir quand même. Donc, qu'en est-il maintenant? Est-ce que l'un d'entre vous veut bien nous faire son état des lieux du rayonnement culturel de la France? Je vais aller vite. Bonsoir. Non, on va pas avoir le temps de dire tout ce qu'on avait prévu. Non, vraiment pas. C'est très très long. Mais sachant que ça a duré au moins jusqu'au XXe siècle, puisque l'art moderne, c'était le XXe siècle. C'est peut-être la grande question à se poser et la grande réponse à apporter, c'est de se demander comment il était possible que, à partir... Vraiment, c'est à partir de 1900 que de toute l'Europe, du monde entier, que ce soit un Soutine, que ce soit un Modigliani, que ce soit effectivement un Picasso, que ce soit un Dali, des bourgeois et des très très pauvres comme Soutine, n'imaginaient pas aller ailleurs qu'à Paris, qui ne venaient pas à Paris pour faire fortune, mais pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir accès à cette liberté, parce que Paris était effectivement le seul endroit au monde où l'excentricité et donc la base de la créativité était admise. Donc on avait quand même cet aimant culturel qui faisait venir à nous tous les plus grands créateurs, et il suffit de se promener dans un musée d'art moderne pour voir qu'on a vraiment aimanté le monde entier. Et un peintre comme Chaim Soutine, c'est quand même passionnant. C'est quand même un gosse qui a été surpris à dessiner, qui était d'une communauté juive extrêmement fermée, qui a été surpris à dessiner le boucher, et il a été enfermé dans la chambre réfrigérée du boucher. Il a failli perdre ses mains de froid, et très pauvre, famille très pauvre, et la seule chose qui importait, c'était Paris. Il fallait qu'il vienne à Paris pour pouvoir faire de l'art, et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que Modigliani a fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors en écrivant mon prochain livre, je suis tombée, parce que je suis passionnée par la Belle Époque, sur un texte, une lettre, exactement d'Henri de Régnier, que très peu connaissent, grand écrivain, grand poète de la Belle Époque. Et il a été invité en 1900, exactement, par les universités américaines à venir causer poésie. Et donc il a pris le bateau, il est parti aux États-Unis, il a vraiment fait le tour des universités américaines, et donc il est aux États-Unis, je crois qu'à ce moment-là il est à Los Angeles, et voilà la lettre qu'il écrit de Los Angeles à un ami à Paris. Je cite: « Terre d'émigrants, elle n'impose à ses hôtes qu'un seul devoir, celui du travail, libre à chacun de l'accomplir où et quand il lui plaît. Travailler est la grande loi qui régit ce peuple. L'Américain américanise tout. L'extraordinaire Chicago est un exemple de ces croissances subites et indéfinies. Elle est d'hier et elle semble déjà éternelle. Elle est le Carthage des affaires comme New York en est la Rome. Jugés d'après notre force actuelle, nous leur semblons peu de choses. Nous sommes le pays des petites affaires et des petits profits. Notre vie leur paraît lente et engourdie, nos villes mignonnes, notre territoire exigu. Leur optique à notre égard est de nous voir en miniature, comme ils se voient eux, grossissement. L'art, c'est là notre dernière supériorité, la force qui nous reste, notre suprême crédit. La France littéraire et artistique intéresse l'Amérique, la France politique lui est indifférente. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte pourrait être d'aujourd'hui. C'est que ça n'a quand même pas changé d'un iota. L'Américain continue d'américaniser, et effectivement, politiquement, nous sommes peu de choses. La guerre en Ukraine en témoigne. C'est que effectivement, sans les Américains, on ne serait vraiment nulle part, mais nous avions ça de différent, et peut-être la seule différence avec 1900, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons plus cette supériorité culturelle, ce qui faisait notre crédit, ce qui faisait qu'il fallait se tourner vers Paris, non seulement pour collectionner, parce que tous les grands collectionneurs américains venaient dépenser leur pognon à Paris, et c'est eux. Soutine a été découvert par un collectionneur américain. Je crois que c'était un inventeur américain qui est venu, qui a craqué sur Soutine et qui a fait sa fortune. Donc c'est vraiment la seule nuance. Donc comment est-ce qu'on a pu abandonner ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la culture se trouve soudain dissoute en France, et qu'elle paraisse pas si indispensable et qu'elle ne soit plus ce phare? Et c'est vrai que moi, en bonne métèque, je suis arrivée en France en 1985 sans parler un mot de français, donc je n'ai pas eu des cours privés, je n'ai pas sauté une seule classe, je suis un pur produit de l'école laïque et républicaine. Comme quoi, ça a quand même était extrêmement efficace. On a comme ça passé un deal avec la France. La France m'a offert une langue et je lui ai donné des livres en retour. Ça se passe très très bien. Donc comme quoi ça a marché. Vraiment.
Donc, l'idée, c'est comment est-ce que c'est possible de refaire ce pari-là avec d'autres personnes? Comment c'est possible que moi, je sois tombée amoureuse? Bon, d'accord, il y a eu mon père aussi, je suis tombée amoureuse de Victor Hugo grâce à lui. Il s'est dit, tiens, on va apprendre le français. Il faut 6 mois pour aller à l'école, on va lire Les Misérables ensemble. On cherchait les donc, peut-être dans le dico, mais bon, comme quoi ça a été assez efficace, mais l'effort est efficace, puisqu'effectivement la liberté c'est la responsabilité, il y a un moment il faut quand même prendre ses responsabilités, mais l'école a été efficace. Moi j'ai été élevée avec Hugo, j'ai été élevée avec Zola, avec Balzac, j'ai appris comment on pouvait être français avec Balzac et avec Françoise Sagan, c'est d'une efficacité assez remarquable. J'ai appris comment ça fonctionnait, j'ai appris le langage, j'ai appris comment on bouffait, j'ai appris comment on se tenait, et ça a marché. Donc effectivement remettre la culture déjà à l'école, ça serait quand même très efficace, mais aussi arrêter d'avoir honte de cette culture-là. On a un peu aujourd'hui ce sentiment que tout ce qui est français occidental ne peut être que colonialiste, raciste et objet comme ça d'une espèce de dégoût et de rejet. C'est évidemment ça qu'il faut changer puisque c'est pas le cas. Parce que quand j'étais à la fac, j'étais dans une bonne fac de gauchistes, j'étais à Jussieu, et à un moment on avait un de nos profs avec ce nom extraordinaire, il s'appelait Américo Nunes da Silva, qui avait été le traducteur de Che Guevara à Alger pour le fameux discours d'Alger de la dignité des peuples inférieurs. Physiquement, c'est un mélange entre Marx et le Père Noël. Il était formidable. Vraiment. Non, mais il était extraordinaire. Mais il était d'autant plus extraordinaire que là, il est encore en vie et je l'ai revu il n'y a pas longtemps et qui m'expliquait que ses anciens élèves le considéraient comme raciste. Donc, on en est là. Pauvre Américo. Mais du coup, vraiment, quelqu'un mais qui avait pas un gauchiste. Alors, c'est une fac de gauchistes, mais lui était un peu plus brillant que ça. Eh ben, il était en contact avec des opposants chinois et l'idée c'est qu'on leur envoie des bouquins. Et qu'est-ce qu'ils demandaient comme bouquins? Ils demandaient Les Misérables. C'était quand même génial, on était dans les 96-97 et comme mon père avait lu en persan traduit Les Misérables en Iran, les Chinois voulaient lire Les Misérables et c'était un phare. C'était comme ça qu'ils tenaient, c'est ça qu'ils nous demandaient. C'était étonnant de voir la liste de leurs bouquins, surtout qu'il y en a un qui demandait, et puis il l'a prêté aux autres et ils nous en demandent plein, Splendeur et misère des courtisanes, ça fait un carton en Chine. C'était, et ils apprenaient en plus en même temps le français, donc il y avait quand même toutes ces choses-là qui font que jusqu'à il n'y a pas très longtemps finalement, ça se passait bien. La France, la culture, le monde, le rayonnement, et puis patatrac, boum boum. Je pense qu'il y a eu quand même le septembre 2001 qui a énormément joué. Je pense qu'à ce moment-là, le relativisme culturel a commencé à mettre ses pattes de censure sur la culture, que dans la mouvance islamiste, s'est incrusté ce qu'on appelle le wokisme, et que tout ça a fait ces espèces de monstres froids qui plantent ces gros crocs de censure et qu'on n'ose pas. Il suffit de regarder la production littéraire. C'est un peu déprimant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une histoire et ce qui est fondamental, important, je prends toutes les précautions d'usage, mais de viol, d'emprise, d'inceste, de viol, d'emprise, d'inceste, c'est quand même compliqué de trouver d'autres bouquins. Et ce qui est encore plus désespérant, c'est qu'un film doit forcément être inspiré de faits réels, un livre doit forcément raconter, devenir un témoignage, un photographe, forcément du documentaire, il va chercher le réel, et puis il faut que ça soit moche, parce que le réel c'est moche. Alors, l'esthétique, on repassera. Pauvre Salgado qui arrivait à faire une beauté avec des paysans, c'était magnifique. Ça, c'est ça la fiction. L'art, c'est ça, c'est aussi de transcender. Donc aujourd'hui, quand même difficile de sortir du témoignage, de l'inspirer du fait réel, et c'est ça qui manque. Parce que ces livres-là d'aujourd'hui, on ne les lira pas demain. Par contre, si vous voulez comprendre quelque chose au monde du journalisme aujourd'hui, il suffit d'ouvrir Les Illusions perdues de Balzac, ça n'a pas pris une demi-ride. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui différencie la culture éternelle du témoignage, de ce qui est quand même terriblement d'époque. Donc il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot, mais c'est possible puisque ça l'a été, donc c'est tout à fait possible, mais il faut beaucoup de boulot et il faut réincruster la culture à l'école. Merci, merci David d'avoir rappelé que ce mot déclassement, je pense que c'est un... Je n'y suis pour rien. Même si je parle plus fort, je n'y suis pour rien.
Il se trouve que je remercie David d'avoir bien voulu redire le mot déclassement, parce que c'est un mal. Je pense qu'on est à peu près dans la même génération d'âge. Il se trouve que j'ai commencé ma jeune vie d'enfant à entendre parler de la crise. C'était le premier choc pétrolier. Et puis la crise ne s'est jamais tue depuis. Et la crise est devenue progressivement une forme de déclin. Et puis aujourd'hui, on parle de décadence ou de grand effondrement. Enfin bref, on voit que les choses ne vont pas en s'arrangeant. C'est vrai, Amna, ce que tu disais aussi, c'est vrai que cette haine de soi a fini par nous mettre des bâtons dans les roues et qu'aujourd'hui, il est difficile d'associer fiers et français ensemble. Et c'est ça, à mon avis, un des problèmes majeurs de cette espèce de cancer que l'on a en nous et qu'on n'arrive pas à soigner. Mais quand même, il y en a un autre cancer sur lequel j'aimerais bien entendre David, là pour le coup, dans nos analyses. J'aimerais quand même qu'on se penche, qu'on fasse un petit pas de côté sur l'Union européenne. Je vous entends pas souvent parler, David, d'Union européenne, pas assez à mon goût en tout cas, parce que vous avez raison de pourfendre l'administration française quand ça devient un léviathan, c'est insupportable, mais il y a une autre administration qui est insupportable, c'est cette administration européenne qui nous fait beaucoup souffrir. Je rappelle que depuis 30 ans, à chaque fois qu'on a constaté que l'Europe ne nous faisait pas du bien, eh bien on nous a expliqué que c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'Europe. Et donc on a rajouté des couches d'Europe sur des couches d'Europe sur des couches d'Europe, et aujourd'hui on se retrouve avec des empêchements. On ne peut plus avoir de politique économique parce qu'on est privé de notre souveraineté monétaire. Je dirais que la liberté des hommes et des marchandises de circuler, ça s'est transformé aussi et malheureusement en enfer migratoire. Bref, l'Europe est à l'origine d'un certain nombre de nos maux. Et c'est aussi valable sur le plan culturel. Je n'ai pas fait cette longue digression sur l'Europe pour rien. C'est parce que je veux venir aussi et pointer le mal que l'Europe nous transmet dans notre incapacité à être fiers de nos racines judéo-chrétiennes. Voilà, vous en avez parlé un peu. La France a eu un destin judéo-chrétien. Il est interdit de le dire, de le répéter quand on se place du côté des institutions européennes pour ne pas fragiliser nos rapports avec les minorités. Et c'est quand même extrêmement embêtant de ne pas pouvoir rappeler cela. Et ce n'est pas tout. L'Europe est aussi le vecteur de la domination culturelle américaine. Alors ça allait quand c'était les films de John Wayne, que c'était le cinéma de Coppola, que l'on avait plaisir à lire les livres de Faulkner, de Kerouac ou d'autres. Ça allait très bien. On aurait pu continuer comme ça. Mais malheureusement, ce n'est plus que ça qui est charrié par Netflix et autres. Aujourd'hui, je rappelle que les dernières créations de Netflix, c'est aujourd'hui Cyrano de Bergerac. Le nouveau Cyrano de Bergerac, c'est une personne d'1m10, c'est un nain. Donc la tirade du nez n'est plus la tirade du nez, c'est autre chose. Je n'ai rien contre les hommes de petite taille, j'en fais partie d'ailleurs, mais c'est pour dire que c'est pas toujours très heureux. Le wokisme, qu'aujourd'hui Disney nous a fait savoir que c'était terminé, La Belle au bois dormant, parce que le baiser qui la réveille, c'est un acte non consenti. Eh bien oui, oui, c'est une agression, c'est une violence sexiste et sexuelle faite aux femmes. Donc on en est là dans la déconstruction et je pense que malheureusement, où que l'on porte le regard aujourd'hui, on voit que l'Europe nous a plutôt fragilisés en tant qu'État-nation. Évidemment, c'est une espèce de pléonasme que de dire ça. Et évidemment qu'il ne faut pas rejeter tous les torts sur l'Union européenne. On peut d'ailleurs être tous très pro-européens. Je suis moi-même européen, pro-européen, mais pas l'Union européenne actuelle. Et je pense qu'elle est problématique et je pense qu'elle nous incapacite aussi beaucoup dans notre capacité à avoir aujourd'hui une politique, je dirais, culturelle, fière, volontariste. On le voit malheureusement trop souvent, l'Europe nous bride. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, David. En tout cas, merci. Il y a toujours un petit temps d'amorçage du micro. Donc merci à vous deux. L'invitation à parler d'Europe est une invitation ambitieuse. Je vais y répondre de façon courte pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, ça nous éloignera du thème. Et la deuxième raison, c'est que d'ailleurs un certain nombre ici sont dessus. On a créé un groupe de travail spécifique. Et j'ai l'immense prétention de vous dire que je pense que nous aboutirons enfin à un corpus de propositions sur l'Europe
qui échappe à la dialectique soit contre, soit pour l'Europe, mais qui propose, vous savez, c'est un marronnier, une autre Europe, hein, et on est en train de travailler dessus. Alors, pour répondre quand même précisément là-dessus, je partage, moi une administration qui m'exaspère, qu'elle soit locale, d'État ou européenne. Ce que je constate dans ma vie quotidienne, c'est que, et dans ma vie de maire, c'est que je ne suis pas en contact en fait des fonctionnaires européens. Et que je commencerai par dire que très souvent, l'Europe est un peu le paravent de l'impuissance française, du renoncement français. Ça n'enlève rien à ce que vous dites sur certains sujets, mais je vais un peu déconstruire votre argumentaire pour en prendre quand même beaucoup d'éléments, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe, le vrai sujet est celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un levier de puissance, et moi je veux que l'Europe soit un levier de puissance, c'est devenu un étau. Et qu'on ressent dans nos actions, sauf exception, que ce qui devrait nous permettre d'atteindre une taille critique et de porter une ambition, en fait nous restreint dans l'action. Donc ce que vous dites est vrai, par beaucoup d'aspects, parce que c'est une réalité. Mais on va aller un peu plus loin. Et on va revenir à la culture, enfin. Vous parliez de politique migratoire. Ceux qui font de l'Europe le premier problème de l'impuissance française, à mon avis, oublient une réalité fondamentale, c'est qu'au sein de l'Union européenne, la France se déclasse. Et comme je pratique toujours la subsidiarité, et comme je crois en la France, je veux être réaliste sur la réalité du déclassement français. Nous sommes commerce extérieur, on peut dire tout ce que l'on veut, l'Union européenne, etc. Notre déficit du commerce extérieur qui atteint un record de 155 milliards d'euros, si on enlève tous les effets d'énergie, et qu'il ne faudrait pas enlever d'ailleurs, parce qu'on s'est mis nous-mêmes dedans, mais on est au moins à 100 milliards de déficit. Ce déficit, c'est pas avec la Chine. Il y a un déficit avec la Chine, mais c'est au sein de la zone euro. La zone euro est exportatrice nette et excédentaire. Donc, malgré toutes ces imperfections, la zone euro vend plus qu'elle n'achète en valeur. Eh bien, nous, on vend moins qu'on achète dans le monde et au sein de la zone euro. Politique migratoire. On accepte d'être entravé parce qu'on renonce à être nous-mêmes. Le Danemark, qui n'est pas un État... alors on dit, vous décidez de Danemark comme... donc ça y est, je deviens d'extrême droite parce que il y a une valeur actuelle. Mais c'est une réalité. Le Danemark, qui est imprégné de social-démocratie, maîtrise ses flux migratoires. Et c'est les sociodémocrates au pouvoir. Et c'est les sociodémocrates au pouvoir. L'extrême droite est passée de 15% à 30%. Et le Danemark fait partie de l'Union européenne. Politique énergétique, que j'ai qualifiée récemment dans une tribune que j'ai écrite sur l'opinion comme la plus grande faute des 10 dernières années. Le renoncement à notre filière électronucléaire. Les mêmes qui nous disent aujourd'hui qu'ils font de la planification nucléaire, c'est les mêmes il y a 3 ans qui planifiaient le démantèlement du nucléaire. Oui, Édouard Philippe, Elisabeth Borne, voilà. Il suffit de vous googliser, vous allez trouver tout de suite. Ils étaient fiers de dire qu'ils allaient désactiver 14 réacteurs, en commençant par Fessenheim, après avoir investi 330 millions pour prolonger Fessenheim. Enfin bon, schizophrénie totale. Bon. Comment, au sein de l'Europe, l'Espagne et le Portugal arrivent à trouver un prétexte de péninsule, on parlait de Cyrano de Bergerac, nous aussi on est une péninsule, voilà. C'est un roc, un pic. Non, mais... Bon, il faut que je regarde cette histoire de nain quand même, parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure, ça m'obstrue ma pensée. Ils sont cons ces wokistes alors. Donc c'est vrai, c'est ridicule. Et Cyrano, le panache, quoi. Et après tout, un nain a le droit d'avoir du panache aussi, c'est pas ce que je veux dire. Non. Mais il se bat à l'épée, quoi. Bon, tu vois, difficile. Donc, on a vu politique énergétique, on a vu commerce extérieur, on a vu immigration. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec les mêmes contraintes, je le vois dans la filière nautique, par exemple, qui est une filière que je connais, dans le satellitaire. Je vais en parler, qui est une filière d'excellence, d'avenir, où on est en train de flinguer une grande partie de notre industrie satellitaire. Et effectivement, c'est aussi une lâcheté française que de dire c'est une contrainte européenne. Mais on surtranspose, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, quoi. Je veux dire, l'Italie ne surtranspose pas. Moi, je le vois sur le plan de la fiscalité sur les carburants, ils ne surtransposent pas. Et ils sont en train de flinguer notre industrie nautique. Et bien sûr. Donc, et ce qui n'enlève rien à tout ce que vous dites.
Et ce qui n'enlève pas de façon par symétrie le fait que l'Europe n'apparaît pas et n'est pas un facteur de développement. À un tel point, c'est qu'on nous sort toujours, il faut faire un Airbus de ci, un Airbus de là, en oubliant de dire qu'Airbus n'est pas une construction européenne, c'est une coopération d'États européens, dont la Grande-Bretagne, qui n'était pas dans l'Europe à l'époque, avant d'en repartir. Après, la sortie de la Grande-Bretagne, le Brexit, moi je savais pas. Quand j'entendais des gens pro-Brexit, j'avais envie d'être pro-Europe, puis quand j'entendais des gens qui étaient anti-Brexit, j'avais envie d'être pro-Brexit. Bon. La réalité, c'est que ça se passe si bien que ça. Voilà. C'est que pour l'instant, ça ne devient pas le Singapour enfin, ce qu'ils avaient annoncé, etc., de l'Europe. Donc, pour revenir à la culture, et je pourrais vous évoquer bien d'autres sujets. Il y a un autre truc qui m'indispose beaucoup dans l'Europe, c'est le rôle que l'on cède volontairement, parce que la soumission est toujours volontaire, à la présidente de la Commission européenne. Je ne comprends pas même en termes de symbolique, qu'on ait besoin d'une commission, d'un gouvernement de l'Europe, d'experts transnational, pourquoi pas, mais qu'on donne un tel poids politique à la présidente de la Commission européenne et avant le président. Et moi, je ne comprends pas que cette personne aille, alors que là, en plus, la présidente était française à l'époque, c'était Emmanuel Macron, aille en Ukraine. Et avant les chefs d'État, je ne dis pas que c'était infondé ce qu'ils disaient, je ne veux pas rentrer dans ce débat sur l'Ukraine, la Russie, tout ça, on va s'épargner ça ce soir, mais apprendre que ma politique, c'est elle, cette dame-là, qui n'a aucune légitimité populaire, dont je ne remets pas en cause du tout les compétences, l'intégrité, je ne me permettrai pas, mais qui décide, qui annonce pour nous. Où est la souveraineté populaire? Où est la démocratie? Donc, voilà un premier amorce de la problématique européenne. D'un autre côté, on parle de culture et de démocratie. Parler de souveraineté française, souveraineté européenne est un oxymore irréconciliable. Le souverain, c'est le dernier décideur. Donc il ne peut pas y avoir deux derniers décideurs, même dans les pures folies du en-même-tentisme. Ce n'est pas possible. Il ne peut y avoir qu'un dernier décideur. Et le dernier décideur ne peut être que le peuple souverain, et le peuple souverain, c'est, en l'état actuel des choses, ça sera peut-être différent dans quelques dizaines d'années ou siècles, j'en sais rien, c'est la nation. Donc, dans tous les sujets, il est évident qu'un État devra pouvoir invoquer une clause d'intérêt national et se retirer à partir du moment où ça n'a pas d'incidence, et tous les sujets que j'ai évoqués n'ont pas d'incidence sur les autres, tout peut être réglé par la coopération, d'une politique européenne qui ira à l'encontre de ses intérêts nationaux. Le Danemark l'a invoqué, la Grande-Bretagne le faisait régulièrement, l'Espagne et le Portugal. C'est comme dans l'intercommunalité. Moi, je suis pour l'intercommunalité, mais pas pour la supracommunalité, parce que ça dilue la responsabilité. Donc, ces thèmes-là, on les abordera à Nouvelle Énergie. On va essayer de porter une ambition européenne parce qu'on a besoin d'Europe. Moi, j'en suis convaincu que dans ce monde multipolaire, pour reprendre un peu une tarte à la crème, on ne peut pas. On a besoin de réunir des forces, d'avoir des leviers de puissance. Je pense en particulier à la recherche scientifique et à un certain nombre de filières. Alors, j'ai entendu récemment le ministre de l'économie, très intelligent. Il avait dit que c'était son premier handicap. Vous vous souvenez de cette interview ? Bruno, je connais bien Bruno Le Maire, mais c'est peut-être vrai en fait, c'est son premier handicap. C'est-à-dire que dire on n'a pas été bon sur la première révolution numérique, et je vais parler de l'Europe et du numérique et de la culture, ça va me faire le lien. On a loupé, on a loupé les GAFA, les machins. Bon. Et c'est vrai qu'on est devenu une colonie de la Chine, des États-Unis numérique. Bon, c'est catastrophique. Et que ça invente des formes. Mais on est toujours très bon. mais on a toujours, même en robotique, aujourd'hui on a les meilleurs inventeurs en robotique. En Occitanie, en PACA, on a des génies, on a des filières fantastiques, mais ils se barrent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de capitalisation. Parce que le mot capital, qui est en fait le parallèle de l'épargne et de l'investissement, est un gros mot. Et que pour créer, il faut du travail et du capital. C'est tout le débat actuel d'ailleurs. Hein. Bon. Et donc, pour revenir là-dessus, et là il dit on va avoir une ambition européenne sur le cloud. Mais stop, c'est foutu. C'est passé. Aujourd'hui, l'ambition qu'il faut avoir, et elle passera par des facteurs de développement d'entreprise. Ce n'est pas l'État qui va décider, mais l'État peut, en orientant la recherche privée-publique, en la mettant en réseau, en faisant une DARPA européenne, que j'appelle de mes voeux, moi, depuis 3 ans. Et ça, on a besoin de faire une DARPA européenne. On doit porter une ambition sur 2 segments essentiels qui vont faire la prochaine révolution numérique, et ça commence, c'est les puces nanotechnologiques et les puces nanonumériques,
qui vont être des vecteurs et l'informatique quantique. Et là, on a encore temps. On a des chercheurs. Et objectivement, la France seule ne peut pas le faire. Donc, porter une ambition européenne, le fameux Airbus, mais pourquoi pas avec avec l'Union européenne comme levier de développement pour orienter, pour suivre l'exécution des choses, pour mettre en connexion des grands entrepreneurs, mais en laissant la liberté entrepreneuriale, comme on a su le faire dans des grandes filières, montrera. Et donc il faut inventer aujourd'hui des objectifs de politique publique de puissance européenne au service des nations. Et c'est ainsi qu'on construira vraiment une unité européenne. Et l'unité européenne, elle n'existe pas par le peuple. Donc il n'y a pas de souveraineté européenne. Il faut bannir cette expression. Et là-dessus, vous avez complètement raison. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je pense qu'on est d'accord. En revanche, il y a une culture européenne. Et Victor Hugo l'a dit avant tout le monde. Et en tout cas, mieux que tout le monde. Pas avant tout le monde, mais mieux que tout le monde. De Gaulle l'a pas mal dit aussi, même si je ne vais pas tomber dans la tarte à la crème si c'était De Gaulle. Et donc, il y a une civilisation européenne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une civilisation française, par exemple. Il y a une culture française, il y a une poésie française, il y a une vibration française. Bon, là, c'est des débats sémantiques. Il y a une civilisation européenne et qui part de la logique gréco-romaine, du droit romain, de la culture judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières, et puis de tous les apports divers et variés qui l'ont fait. Et donc, par exemple, voilà, des grandes expositions européennes, ça aurait du sens aussi, itinérantes. Enfin, je sais pas, on peut imaginer des choses. Vous parliez de Netflix. Il faut quand même reconnaître que l'Union européenne a repris une position française pour faire reconnaître la fiscalité sur l'économie de la fiction numérique par le pays de destination, non plus le pays d'origine. C'était un vaste débat. Et que pour des raisons, l'Allemagne par intérêt, parce que y est venue, et que la SMA, la directive services audiovisuels, etc., reprend la doctrine française qui est plutôt pertinente. C'est-à-dire que la fiscalité doit se payer sur le pays de consommation et pas sur le pays de production. Le pays de production, il fait la fiscalité qu'il veut. Mais le pays de consommation doit appliquer une fiscalité. Et ça, c'est un vrai gain européen, et qui fait que Netflix commence à alimenter la production. Avec des politiques éditoriales, en revanche, qui sont très après, dernier point, parce que je suis beaucoup trop long. Mais oui, mais la question était vachement vaste. Non, mais aussi grande que l'Europe. Sur le wokisme, etc. C'est un combat qu'on doit mener, mais considérable. Et c'est pas inéluctable. Le wokisme n'est pas plus inéluctable que le communisme des années 60. Enfin, les générations précédentes croyaient en Mao, quoi. Voilà, maintenant, on a plein de petits Mao. Voilà. Non, il y a deux différences. C'est qu'à l'époque, le communisme avait des bases arrières très puissantes. L'Union soviétique, la Chine, etc., que le wokisme n'a pas. Mais en revanche, le wokisme a des alliés, c'est les grandes entreprises. L'université. Non, il y a les universités américaines. J'allais venir à la différence. Et il y a l'avantage du wokisme aujourd'hui par rapport au communisme, c'est qu'il n'a pas ses États-nations, ses bases, mais il a notamment les universités, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, en France, et les grandes entreprises, y compris des grandes entreprises audiovisuelles publiques qui écrivent leurs communiqués en écriture inclusive et leurs notes internes. Et dont la seule obsession n'est pas de faire des œuvres de grande qualité qui rencontrent du public, mais de veiller à ce qu'il y ait le bon nombre de minorités, de machins, de LGBT, etc. C'est que ça, les trucs. Moi, je le sais. Bon. Et donc, c'est un combat culturel majeur. Mais la France a tout pour y répondre. A tout, parce que, objectivement, dans les grandes entreprises, c'est très prégnant. Dans les médias, c'est très prégnant. Dans les universités. Mais chez les vrais gens, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, et il a raison, mais c'est des délires. Ça ne prend pas. Enfin, les gens comprennent très bien que chacun peut vivre comme il l'entend, qu'il faut lutter contre le racisme et la discrimination, qu'évidemment, c'est rien de plus abject que de juger quelqu'un pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait, donc le racisme, mais qu'il y a des différences de culture, naturelle. Enfin, tout ça c'est simple. Donc, il faut porter ce combat. Et pourquoi les islamistes attaquent autant ici ? C'est parce que l'universalisme républicain est une injure, pour eux, est une abjection à la fois pour les islamistes et pour les bourgeois wokistes, les bobos wokistes. Mais rappelons quand même que ce fléau qui vient des États-Unis est né en France. Jacques Derrida, c'est pas un Américain. Jean-Paul Sartre n'est pas un Américain. Le déconstructionnisme est une belle invention de la France souveraine des années 50, et repue. Non, mais il faut le dire quand même, parce que tout vient de Sartre et de Derrida, mais notamment de Sartre.
les mecs qui préféraient avoir tort, enfin, et de Roland Barthes et qui détruisent la réalité. Donc voilà, donc c'est né aussi. Mais de toute façon, voilà, c'était assez large comme spectre, hein, excusez-moi. Ça, tu permets juste de dire un petit mot. Je voulais juste rebondir sur l'audiovisuel public. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis producteur de télévision depuis des années et il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec le service public. J'utilise pas encore le passé, mais enfin je travaille moins. Voilà. Bon, c'est pas très grave. J'assume mes actes et mes paroles. Et il se trouve que j'ai produit des belles émissions culturelles sur le service public, la boîte à musique de Jean-François Zigel, la nuit des Molières. J'ai fait des tas de choses. Merci, c'est gentil. Mais il se trouve, et puis vous avez l'air de connaître un peu Christophe Tardieu, donc d'être un petit peu renseigné, mais il se trouve qu'il y a un problème de l'audiovisuel public en France et dont il faut s'alarmer. C'est un secteur qui, on sait, coûte très cher au portefeuille des Français, 4 milliards d'euros, 3,8 milliards pour être précis, c'est quand même une somme conséquente, ça fait travailler beaucoup de gens, certes, mais ça propose, et c'est ça le problème principal, ça propose beaucoup d'idéologies, beaucoup de diversité visible, mais pas beaucoup de diversité d'opinion. Et là, il y a un problème démocratique majeur. C'est qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des Français qui ne reconnaissent plus leur télévision publique et leur radio publique. Ma réponse sera très longue, pardon. Non, je suis totalement d'accord. Merci. Non, c'était juste pour revenir, pas que je sois obsédée par le wokisme, mais je crains qu'après mes bouquins soient censurés, alors je prends de l'avance pour éviter que ça arrive. Mais c'est quand je dis qu'il y a quand même un état derrière, c'est ce qu'on n'a pas voulu voir en France et qu'on a laissé faire d'une manière que je trouve quand même un peu délirante, c'est l'ambassade américaine qui a ouvert un bureau, à peu près partout d'ailleurs, dans tous les pays européens, dont en France, pour financer les projets banlieue et développement, etc. Et dont, par exemple, a bénéficié Rokhaya Diallo. C'était à l'ambassade américaine, il y a un bureau et les gens allaient frapper en disant voilà, j'ai un projet, mais il fallait absolument que ça soit un projet, j'allais dire, contre la France. Il fallait absolument que ça dénonce un aspect de l'universalisme français quand même beaucoup. Quand même. Il ne fallait pas trop parler de laïcité, d'universalisme, etc. Donc toutes les associations qui mettaient en avant par exemple le voile ont bénéficié d'un financement à travers l'ambassade américaine, ce qui est quand même délirant. Et c'est arrivé quand même comme ça et on a vu comme ça des associations qui étaient des petites associations qui ont commencé à grandir parce que quand il y a de l'argent, forcément on grandit, c'est assez mathématique, on a commencé à s'installer. Et c'est vrai qu'il y a une jonction qui se fait entre islamisme et wokisme, mais qui est complètement... et alors, pas tant que ça. Mais alors, c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que prenant quelque chose qui fait quand même débat, qui est une réalité et qui, évidemment, il faut combattre ce que ça représente comme discrimination, prenant la transsexualité. C'est, depuis la nuit des temps, 0,06% de la population mondiale, ça existe. Alors, je ne parle pas des hermaphrodites, mais vraiment le fait d'être né dans le mauvais corps, dysphorie de genre, tout ça existe. On a une littérature scientifique, attention, je vais dire le mot interdit, biologie, qui existe, mais il n'empêche, on peut tourner dans tous les sens, se jeter contre les murs. Une femme avec un pénis, a priori, c'est un homme. On peut être d'accord là-dessus. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est ce truc comme Brut, la Hadji+, qui est une émanation d'Al Jazeera qatari, soutient la transsexualité, etc. On se dit, mais c'est complètement délirant, mais c'est pas du tout délirant. C'est que ça soit en Iran, que ce soit au Bangladesh, que ce soit au Pakistan et que ça soit dans beaucoup d'autres pays arabo-musulmans, vous êtes pendu ou vous êtes jeté du 7e ou 8e étage quand vous êtes homosexuel, donc l'homosexualité est punie de mort. Par contre, votre opération de transsexualité est intégralement remboursée, ce qui est le cas en Iran. C'est-à-dire, on revient à une donnée naturelle. C'est-à-dire, l'homosexualité est subversive, c'est une transgression, oulala, ça marche pas. Par contre, si tu aimes un homme et que tu es un homme, on va te la couper, tu deviens une femme, là tu as le droit, on revient à l'état de nature. C'est complètement délirant. En Iran, depuis 1979, toutes les opérations de transsexualité sont remboursées. Moi, j'ai un cousin qui est homosexuel, qui a fait le premier Iranien à se marier en France, quand même, et qui était ingé son en Iran. Il travaillait très bien, il est grand réalisateur, et heureusement qu'un ami lui a dit, un ami homosexuel dans la police, lui a dit, là on
va venir te la couper, donc il faut partir maintenant. Et donc c'est grâce au Festival de Cannes qu'il a réussi parce que le film était sélectionné, donc là il a pu faire sa demande de réfugié politique, maintenant il est français, mais c'est ça, c'est que c'est pas si évident que ça, que c'est qu'ils sont... il y a quand même beaucoup de ponts, et de toute façon le but c'est de déconstruire l'Occident, c'est de dire et au nom du progressisme, alors que ce qu'il propose est un conservatisme quand même obtus, c'est ça qui est extraordinaire. Donc on est vraiment dans un renversement de valeurs, et évidemment qu'il faut combattre, mais pour le combattre, parce que David, vous avez tout à fait raison, 80% des Français sont bien entendu d'accord avec ça. Le seul problème, c'est qu'il y a une espèce de peur, panique, de dire, genre, J.K. Rowling, qui a quand même écrit Harry Potter, qui est un peu connu, elle prenait des menaces de mort parce qu'elle a expliqué qu'une femme avait ses règles. C'est devenu délirant. Donc on se dit, si elle, qui est tellement connue, tellement riche, elle subit ça, qu'est-ce qui va m'arriver à moi si je le dis, ne serait-ce que dans une conversation anodine? Donc il y a aussi cette idée de peur qui s'est installée, qui tétanise un peu. Donc c'est aussi ça qu'il faut, j'allais dire, libérer la parole, mais pour de vrai cette fois, c'est-à-dire qu'arrêter d'être tétanisé, de se dire si je parle, je vais mourir, ça va être horrible, socialement je vais mourir, et ça c'est très dangereux, et arrêter l'anonymat sur les réseaux sociaux, et j'ai fini. Non mais alors on peut applaudir. De façon très brève, si cette idéologie progresse autant, et les livres de Jean-François Bronstein, d'ailleurs, qui sont remarquables, les deux qu'il a écrits sur le sujet, montrent bien comment ça progresse. Il est prof à la Sorbonne, j'ai peur qu'on le retrouve un jour pendu, lui, parce qu'il prend des risques, enfin, objectivement. Hein, mais c'est aussi, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais c'est parce que ça s'inscrit dans notre vide. C'est-à-dire que, je ne veux pas donner raison aux Russes, etc., mais Solzhenitsyn l'exprimait bien, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a renoncé à toute spiritualité commune aussi. C'est parce qu'on a renoncé à toute raison critique. Hannah Arendt le disait de façon extrêmement synthétique, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Donc si ces idéologies prospèrent dans certains univers, et comme par hasard c'est dans les univers très universitaires, c'est parce que ces univers sont déconstruits. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de remettre la raison critique, la philosophie, l'apprentissage de la biologie, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, de comprendre ce qui est naturel, ce qui est culturel, au cœur de l'éducation et de l'instruction. Ça passe par là. Et là, je pense qu'on peut résister assez facilement à ces idéologies qui sont très opérationnelles, mais qui sont très violentes, mais qui sont très simplistes et qui sont porteuses de racisme en réalité, quoi. Alors vous avez tous les trois évoqué le déclin, vous avez évoqué l'influence américaine, le wokisme, et là j'aimerais savoir qu'en est-il alors de l'exception culturelle à la française, donc celle qui est censée promouvoir et protéger la culture française. Qu'en dites-vous, Stéphane ? Alors, l'exception culturelle française, c'est un souvenir déjà, c'est quelque chose d'agréable. On se souvient qu'on a tous cru en cela et qu'on était tous très fiers de cette exception culturelle française. Mais aujourd'hui, l'exception culturelle française, elle n'est pas si évidente que ça à dénicher. Il est devenu compliqué de dénicher des tas de choses, mais en matière culturelle, l'exception culturelle française, c'est peut-être encore de bénéficier un peu plus que dans d'autres pays de financement public. Ça, c'est vrai que l'on a quand même une puissance tutélaire qui est assez généreuse. Maintenant, il est vrai que cette puissance tutélaire, elle est aux mains d'influences, comme on vient de le voir, qui font que ces fonds ne sont pas toujours bien engagés. Je veux quand même rappeler, pour avoir fait il y a peu de temps un stage en tant que producteur ayant fait un peu de fiction, j'ai fait un stage au Centre national de la cinématographie, le CNC, et vous n'allez pas le croire, mais j'ai passé une matinée à apprendre sur le sexisme et les violences sexuelles dans mon métier. Jusqu'à présent, ça se passait pas trop mal dans mon entreprise, j'ai jamais eu la moindre plainte, mais il a fallu que je fasse ça. Et puis, il faut savoir que ce sont des décisions récentes, c'est-à-dire que vous devez passer sous les fourches codines de cet apprentissage. Quelques semaines plus tard, je découvre, en allant me battre pour obtenir un financement d'un très joli film qui est d'un jeune réalisateur, il se trouve que ce sujet traite de la relation père-fils,
relation singulière, mais qui mérite d'être interrogée et qui est un sujet en soi, eh bien, figurez-vous que la responsable de la commission donc, qui va attribuer cette question m'a demandé, mais à la lecture de ce scénario, enfin de ce premier projet de scénario, on ne voit pas tellement de... Le rôle des femmes est quand même très en dessous, hein. Alors, je me suis demandé si c'était une blague ou pas, parce qu'effectivement, si on fait un film sur les rapports hommes-garçons, c'est pas pour mettre au cœur du sujet les femmes. Il y a une singularité du sujet. Eh bien non, c'était pas une blague. Et évidemment, ça ne cochait pas les cases du centre du CNC, qui ne voyait dans ce film qu'un projet machiste quelque part, et certainement patriarcal. Et il y avait un problème. Il y avait un problème de représentation de la femme, qui était pourtant quand même au deuxième plan, mais qui faisait partie du sujet. Il y avait d'ailleurs des ressorts très puissants aussi de ce côté-là à aller chercher. Et là, on se rend compte qu'à force de mettre de l'idéologie dans la création, non seulement on la bride, on la contraint, mais on l'étouffe. Et on la stérilise de certains sujets. Ce sujet-là en particulier, demain, vous ne le verrez pas adapté aux écrans. Il faudra se repencher sur les archives du cinéma, peut-être dans les archives Gaumont, pour retrouver ce sujet-là traité. Et ça, c'est assez préoccupant. Donc ça, il y a un malaise comme celui-ci. Puis, on ne peut pas parler de culture sans parler des médias aussi. Et je voudrais attirer votre attention, David, sur un point qui, moi, me paraît crucial aussi aujourd'hui en France, c'est la possession des médias en France. J'y viens parce que là c'est très rapide, je vais pas faire un long dégagement, ça tient en quelques chiffres. Il y a 11 milliardaires en France qui détiennent 85% de la presse quotidienne, 98% de la presse hebdomadaire et 57% des télévisions. Le reste, c'est des télévisions audiovisuelles. Le reste, c'est la puissance publique, c'est France Télévisions, dont on sait qu'elle est assez développée. Et là, on peut se poser quand même la question de la similitude qu'il y a entre notre situation et ce que l'on peut voir dans ce qu'on appelle les démocraties illibérales, où on moque finalement ces systèmes de représentation où les médias sont aux mains des oligarques. Mais là, c'est un peu la même chose. Alors, le fait que ce soit des milliardaires, moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai rien de commun avec la France insoumise. Et certainement pas la détestation des riches. Mais ce qui me pose problème, en revanche, c'est que ces milliardaires vivent aussi des marchés publics. Que ce soit Bouygues, que ce soit Niel, que ce soit même Bernard Arnault sollicite régulièrement la puissance publique pour obtenir même la concession du jardin d'acclimatation à 2 pas d'ici. Eh bien, il l'a obtenu auprès de la puissance publique. Et là où ça pervertit complètement le système, c'est que depuis qu'il y a une concentration des médias comme ça, il se trouve, que les journaux sont de moins en moins lus parce que de moins en moins libres. Ça, c'est un constat que je me permets de faire. C'est peut-être un raccourci d'ailleurs, mais il y a une crise profonde de défiance de ce public-là. Et par ailleurs, on a la puissance publique qui, pour aider les milliardaires qui concentrent les médias, commence à distribuer encore un peu plus d'argent. On a quand même 500 millions d'euros aujourd'hui en France qui part dans l'aide au pluralisme et à la diversité. C'est-à-dire que vous avez une puissance publique qui donne, qui fait les poches, non pas pour prendre un peu d'argent, mais pour donner un peu d'argent à 11 milliardaires qui détiennent l'essentiel des médias en France. Et enfin, vous avez ce pauvre Français qui ne s'y retrouve plus dans ses journaux et dans ses médias, qui, lui, se voit imposé et obligé de payer pour de la presse qu'il ne lit plus. Et là, on se dit, là, on a basculé dans une espèce de situation qui est ubuesque. Voilà quelques histoires. Je vous laisse répondre, David, mais on est un petit peu pris par le temps. Donc, si on peut faire en 2 minutes. Moi, je partage pas cette approche. Mais je me suis posé cette question. Et d'abord, je pense qu'il y a un sophisme qui est le suivant. C'est-à-dire que les gens lisent moins de journaux, non pas parce qu'ils appartiennent à milliardaires, parce que les gens lisent moins de journaux dans le monde entier. Donc c'est un travers, parce qu'il y a de la concurrence d'autres sources, les réseaux sociaux, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Donc pour le coup, je ne crois pas du tout que la cause soit ça. Ensuite, quand on regarde l'histoire de la presse,
elle a toujours appartenu à des milliardaires dans tous les pays du monde, ou alors à l'État. C'est soit la Pravda, soit des milliardaires. Et les pays où il y avait les milliardaires, mais c'est vrai partout, tout le temps, ou même du temps de combat. Hein. Bon. Et avec des exceptions notoires et notables, mais il y a quand même un pluralisme. Aujourd'hui, quand vous regardez la presse écrite, quoi qu'on en dise, les lignes éditoriales du Monde ne sont pas celles de Libé, qui ne sont pas celles du Figaro. Ça appartient qu'à des milliardaires, tous. Hein. Tous ceux que je cite. Hein. Donc là-dessus, vous avez raison. Pas celle du Point, Pinault, pas celle des Échos, Arnaud, pas celle du JDD, maintenant Bolloré. Quand vous regardez les chaînes d'infos, LCI a une tonalité qui est différente des chaînes de Bolloré où il y a une émission quand même, moi qui me fascine le dimanche avec des curés. C'est formidable, quoi. Non, mais moi j'aime bien, hein, donc et puis aussi un service public qui est finalement bien plus conformiste, c'est ce que vous disiez. Donc ça interpelle, c'est une formule, mais les grands titres aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, il faut c'est souvent une danseuse de milliardaires d'ailleurs. Mais ensuite sur la PQR, c'est là où je suis beaucoup plus interpellé, parce que la PQR appartient moins à des milliardaires, mais alors elle devient beaucoup plus uniforme. Et moi je suis très attaché à la presse quotidienne régionale, et j'ai constaté cette uniformité et ce contrôle de la rédaction. Sauf exception. Alors, il y a plein de journalistes qui sont des gens indépendants, qui sont des gens intègres, qui font bien leur boulot, heureusement. Mais quand j'ai été candidat à la présidence de l'Association des maires de France, l'Élysée, pour la première fois dans l'histoire de ces associations qui datent de 1907, a voulu se mêler de cette élection. Et donc, ça s'est traduit par des préfets, et tout ce que je dis est avéré, hein, qui recevaient des directives, qui appelaient les maires en disant si c'est Isnard, il est trop indépendant, machin, bon. Et donc des préfets qui appelaient des maires, ce qui n'est pas signe de démocratie très saine. Donc j'ai plein de SMS de maires qui me montraient, etc. Ça s'est traduit par des appels directement des maires par le président de certains maires emblématiques. Et j'ai vu, et je l'ai vraiment, une omerta, une obstruction de la PQR, parce que la PQR est devenue totalement sous perfusion d'argent public. L'échec, le quoi qu'il en coûte, s'applique aujourd'hui aussi à la PQR. Et que objectivement, alors ça fait un peu complotiste, mais je voyais, et ça m'a été dit par des gens de presse, hein, il fallait mieux pas faire l'interview, ou alors l'orienter. J'ai eu des papiers très curieux, j'ai été obligé de faire des droits de réponse, ça m'est jamais arrivé, hein, dans Nice Matin, les Vignelles, dans Le Progrès, dans Ouest France, où heureusement, alors ça a été équilibré dans Ouest France, parce qu'il y a aussi des, et là j'ai vu, mais une fois de plus on revient plutôt à une intervention de l'État. Après moi, que vous dites 11, mais ça fait déjà plus de 11 titres, quoi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de système pur et parfait. S'il y avait que 3 milliardaires, moi, je le vois, enfin, on en parle librement. Moi, je trouve que c'est formidable qu'il y ait un Bernard Arnault. Je ne veux pas qu'on se méprenne. Hein. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit milliardaire. Ce qui me gêne, c'est la dépendance. Non, mais 11 propriétaires, on va dire. Voilà. Mais, et effectivement, on voit bien que la ligne éditoriale des Échos a évolué. Et elle est un peu plus proche des intérêts. On a vu qu'il y a eu des partis pris qui n'étaient pas dans la tradition des Échos, qui étaient plus indépendants. Il est évident, et je le dis, j'adore le Figaro, mais que s'il faut vendre des avions, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas le cas, mais il y aura un petit peu de pression, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une multiplicité d'acteurs, et qu'il y a quand même, quoi qu'on en dise, il y a un pluralisme, et puis il y a aussi des belles aventures. Il y a quand même des identités de la presse a une vraie identité aujourd'hui. Moi je trouve, elle n'est pas lue parce qu'on lit de moins en moins les journaux, parce que c'est long, parce que ce format, etc. Mais regardez, en tout cas la presse nationale, je répète, hein, Libé, Le Monde, le Figaro, Les Échos, Le Parisien, un autre milliardaire, l'Opinion, voilà, c'est original. Et pardon, mais il y a eu quand même eu deux journaux qui n'ont rien à voir, en l'occurrence Front Populaire et Franc-Tireur. Ouais. Mon père étant abonné aux deux, donc je me plonge souvent. Ça n'a rien à voir. C'est quand même... je sais pas, moi je sévis dans l'Express et sur LCI et je n'ai jamais senti l'amorce du début d'une censure ou on me corrige pas, je choisis mes sujets et je trouve qu'effectivement
tout ce qui a été dit, le problème vient vraiment de l'audiovisuel public, du service public, vient davantage des radios publiques que du fait que ce soit seulement 11 propriétaires. Parce qu'il y a une telle... On voit la différence entre le Figaro et le Monde, c'est quand même ce qui compte. Par contre, on ne voit pas trop la différence. Enfin, il y a une bloc monolithique entre France 2, France Inter, France 3, et là c'est vraiment très étouffant. On a l'impression que c'est une espèce de doxa idéologique qui est répétée, c'est toujours les mêmes invités, etc. Alors qu'il y a forcément, je trouve dans la presse privée, une obligation d'inviter des personnes différentes, et là je trouve que ça fonctionne. Mais les problèmes, on en revient au même, c'est encore une fois au niveau du public et pas dans du privé. Est-ce que, on ne va pas passer la soirée là-dessus non plus, hein, ce serait dommage pour tout le monde, mais est-ce que c'est la peine de dépenser autant d'argent pour des journaux qui ne trouvent plus leurs lecteurs ? Moi, je pense qu'il y a un moment, moi je suis un enfant de Lazareff, même si je ne suis pas exactement de sa génération, je pense que le premier devoir d'un journal, c'est d'être lu, le premier devoir d'une radio, c'est d'être écouté, le premier devoir d'une chaîne de télévision, c'est d'être vu. Et il y a un moment... Autant d'argent dépensé pour soutenir le monde, Libération, l'humanité, et pour ne citer que, je me pose la question de savoir si ça vaut le coup, vraiment. Non, c'est une bonne question, légitime. Que vous dire de plus ? Et c'est une question légitime, et puis de la contrepartie que ça implique potentiellement. Voilà, c'est évident. Est-ce qu'on peut faire le bien des gens malgré eux ? Est-ce que, voilà, et est-ce qu'on est sur un objet artistique ? Non. Autant je pense qu'il faut essaimer sur de l'artistique et prendre le risque, autant là-dessus. Mais après, s'il n'y avait pas ces titres, qui ne sont pas mes préférés, hein, ceux que vous avez cités, est-ce qu'on... Bon, je n'ai pas la réponse, voilà, je vous le dis. En tout cas, ça mériterait un vrai débat, une vraie décision souveraine. Moi, je trouve extrêmement malsain qu'il y ait autant d'argent public, mais moi, je suis un libéral, donc mon premier réflexe, c'est de dire voilà, que c'est artificiel, etc. Juste pour la question sur l'exception française, il y a quand même encore une exception française dans beaucoup de domaines. On parlait de Front Populaire. Regardez le nombre d'intellectuels qu'on a en France aujourd'hui. Il faut aussi savoir aimer les intellectuels de leur vivant, quoi. On a quand même aujourd'hui un foisonnement de gens de haut niveau, alors des très connus, hein, on parle de Michel Onfray évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de Luc Ferry. Moi je voudrais parler de Pierre Manant. On a avec Pierre Manant un intellectuel d'une puissance extrême, inouïe, c'est pas un extrémiste d'ailleurs, et tant d'autres. Hein, et on en a beaucoup. Et il ne faudrait pas qu'on attende qu'il meure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand Raymond Boudon est mort, ça a fait une demi-ligne dans un des nombreux journaux qu'on a, alors que c'était un des plus grands intellectuels planétaires, étudié aux États-Unis, mais en France, on ne l'étudiait pas parce qu'il prenait l'individualisme méthodologique, donc il était assimilé au libéralisme, donc il fallait écouter. Il fallait avoir tort avec Bourdieu plutôt que raison avec Boudon, comme il fallait avoir tort avec Sartre plutôt que raison avec Aron. Donc on a encore beaucoup d'intellectuels. Une autre exception française, je parlais de l'exception dans l'événementiel, qui devrait être un motif de fierté. Hein. On est les champions du monde de l'événementiel. Et qui renvoie à beaucoup de choses, parce que l'événementiel, c'est le théâtre classique, c'est unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Donc c'est quelque chose d'important. C'est notre grande ingénierie culturelle. Il faut aussi qu'on soit fiers de nos grandes institutions nationales, nos grands musées, nos grands établissements. On l'exporte, ça. Quand Abu Dhabi fait son musée du Louvre, c'est 1 milliard de prestations intellectuelles qui sont payées à la France. Et donc, on a su quand même en France, au gré des différentes majorités politiques, jusqu'à ce qu'on ait encore une ambition culturelle, donc, avoir une politique de l'offre. Il n'y a pas un canton en France où il n'y a pas une offre culturelle. Quoi qu'on dise, c'est jamais parfait, mais des médiathèques, des bibliothèques, des lieux d'expo, du théâtre, il y a quand même une densité. Et une autre exception, c'est celle du patrimoine. Le patrimoine, et c'est un lien, alors là, anti-woke. Et les Français sont très attachés au patrimoine. Quoi qu'on pense aussi de Stéphane Bern, il fait un boulot fantastique parce qu'il le vulgarise, il le défend, il fait vraiment du très bon travail. Et avec l'Italie et l'Espagne et l'Angleterre, on est dans les 3 pays qui ont le plus d'œuvres, de monuments. Donc ça, c'est une exception française aussi. Et dernier point, dans l'exception française, enfin, donc on a tous ces éléments, on a une créativité inouïe. Moi, partout où je vais, je vois des artistes, des gens qui veulent créer. Et je crois qu'il faut qu'on passe à une politique de la demande, en fait, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'éducation artistique et culturelle, que j'insiste beaucoup sur l'éducation scientifique et culturelle, de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire de renforcer l'individu aujourd'hui, par l'instruction. C'est vraiment, pour moi,
l'élément essentiel. Et notre politique d'exception culturelle, elle ne pourra plus être une ligne Maginot, parce que le numérique a fait voler en éclats. Les lignes Maginot n'ont jamais fonctionné. C'est les divisions blindées qui l'ont fait voler en éclats en 40. Là, c'est le numérique qui fait voler en éclats l'exception, les quotas, etc., même si ça marche encore un peu dans la radio. Mais en revanche, il faut renforcer tout part de notre puissance intrinsèque individuelle. D'où la nécessité, j'en reviens à l'éducation artistique et culturelle. Et ça, je crois que ça doit être une exception française. Nous arrivons au terme du débat, puisque le temps qui nous était imparti est écoulé, si on peut dire comme ça. Je regarde David Lisnard, mais c'est pas votre faute, hein, bien sûr. Je ne sais pas si on a le temps de faire la partie questions-réponses. Deux questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent... on a quelqu'un au fond. Alors, est-ce que... Merci, Stéphane. Bonsoir. Sylvain Clamat, comédien investi dans la culture. Avec une inflation actuellement touchant les besoins vitaux des Français, à savoir se loger, se nourrir, quelles mesures culturelles envisagez-vous pour que l'accès à la culture ne soit pas l'apanage des plus nantis des Parisiens, par exemple? Et deuxième question, connaissant Brigitte Custer qui s'est investie sur la culture et sur les Jeux Olympiques, comment faire pour que l'organisation des Jeux Olympiques devienne l'occasion de promouvoir la culture française? Bonjour. Je connais un peu Cannes parce que ma famille y vit. C'est une famille heureuse, donc. Oui, et j'ai d'ailleurs beaucoup entendu du bien de vous, même dans les famille lucide, de Cannes. Alors j'ai une question. Donc on a l'air d'être, beaucoup de personnes sont assez insatisfaites de la politique actuelle. Il n'y a pas de culture française, etc., etc. Donc en fait concrètement, les Républicains et tout le monde, puisque l'actuelle président n'a pas la majorité parlementaire, allez-vous voter contre la réforme des retraites? S'il y a une motion de censure, voire d'autres projets, s'il y a une motion de censure, allez-vous voter la motion de censure? Pas plus que vous, parce que je ne suis pas parlementaire. Voilà. Non, je parle vous. Non, je parle vous, les Républicains. Allez-vous encourager les Républicains à voter Moi, j'encourage à proposer... C'est une question que je pose, puisque tout est lié, la culture, etc. C'est lié à la... Tout est lié. Je propose un projet alternatif, puissant, travaillé, qui passe pour les retraites sur un étage obligatoire de capitalisation. Voilà, c'est tout. Et sur les questions précédentes, si Brigitte veut dire un mot, qu'elle n'hésite pas une seconde, j'en serais très honoré et heureux. Mais et puis il y a une culture française, il y a quand même une politique culturelle. Hein. Vous avez vu que j'ai dressé un tableau en disant qu'il y avait des belles institutions. Il y a aussi ce qu'on n'a pas évoqué, l'ambition sur Villers-Cotterêts autour de la francophonie. Je n'ai pas encore regardé l'objet, me paraît bien, mais il ne faudrait pas que la francophonie soit un musée, quoi. Il faudrait surtout qu'elle soit vivante et rayonnante dans le monde et qu'on mette plus de moyens pour rouvrir des lycées français et une représentation diplomatique. Mais bon, je ne veux pas apparaître toujours dans la critique. Sur la question précédente, vous m'avez perturbé, vous voyez, vous m'avez troublé. Sur la question précédente, l'accès à la culture, c'est-à-dire que l'accès, toutes les mesures qui ont été des mesures de pouvoir d'achat culturel n'ont fait qu'amplifier la fracture culturelle. On l'a très bien vu avec c'était une mesure prise, ça partait d'une très bonne intention sous la présidence de Nicolas Sarkozy, lorsqu'on a fait la gratuité des musées le mardi. Et en fait, toutes les études sociologiques le montrent. C'est le même public qui vient au musée, mais il ne paie plus. Voilà. Et donc dans l'éducation artistique et culturelle aussi, donc c'est pour ça, c'est comme le chèque culture. Moi, c'est ce que j'avais dit au président Macron. J'avais dit en Italie, ça n'a pas fonctionné parce que ça a permis d'acheter des mangas, etc., qui sont un élément culturel, hein, mais à ceux qui avaient déjà
de l'appétence culturelle. Donc, quand je dis parler de politique de demande, je crois que la priorité absolue, et ça passe pas par un chèque ou par une mesure de pouvoir d'achat, c'est vraiment de revenir à donner confiance aux individus et à leur permettre de s'émanciper intellectuellement et culturellement. Alors ça paraît peut-être abstrait, mais tout le reste serait de la poudre de perlimpinpin à mes yeux. Et voilà, d'où l'éducation artistique et culturelle. Et sur l'éducation artistique et culturelle, c'est très sensible. Parce que si vous dites à des gamins, et on cite l'exemple dans le bouquin, mais le bouquin il est écrit il y a 4 ans, en 3 ans, par exemple, Citizen Kane ou 2001 d'Odyssée de l'espace, c'est un chef-d'œuvre absolu, et puis vous leur répétez ça, ce qui est vrai, ce sont des chefs-d'œuvre absolus du cinéma. Vous leur répétez ça pendant 3 mois, et puis vous amenez les gamins au cinéma, mais que vous n'apprenez pas à décrypter l'œuvre, à comprendre en quoi c'est une œuvre en rupture narrative, etc. Vous allez avoir les quelques gamins, il va y avoir un ou deux miraculés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vraiment une révélation, alors c'est formidable. Hein. Vous avez les gamins qui ont déjà le capital culturel, je parle comme Bourdieu, qui eux vont comprendre et vont dire c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vous avez les 2/3 des gamins qui vont se peloter, draguer, enfin ce qu'on aurait tous fait quasiment, et qui vont ne même pas regarder le film. Et puis vous avez des gamins qui vont trouver ça très pénible, très lourd, très nul, et qui vont se dire c'est vraiment pas pour moi la culture. Et en fait vous allez plus détruire que construire. Donc l'éducation artistique et culturelle, c'est pas gadget. Quand vous entendez dire on va mettre la culture dans la rue, ça marche pas comme ça. Vous pouvez passer 2000 fois devant un chef-d'œuvre et être totalement indifférent à une statue au Louvre. Donc ça passe vraiment par la transmission, par l'instruction. Et la transmission familiale est fondamentale. On a 3 vecteurs de socialisation, hein, les amis, la famille et l'éducation. Hein, bon. Et l'école. Donc vous, votre père, Victor Hugo, et les rencontres amicales, mais parce que vous avez aussi une curiosité d'esprit, parce que vous avez aussi et puis moi j'ai vu les Perses, les Iraniens arriver à Cannes après 79. Je le dis sans flagornerie, j'ai été, un de mes meilleurs amis s'appelait Manoucher Afshar, j'ai été très impressionné par la capacité, la volonté tout de suite d'apprendre la langue et de nous apprendre à jouer au backgammon. Et on était devenu le premier club de France de backgammon, voilà. De même qu'on avait été le premier club d'échecs, on est toujours grâce aux Russes et aux Yougoslaves, etc., quelques décennies avant. Et donc c'est là l'essentiel. C'est pour ça que la mesure de pouvoir d'achat, vous donnez à chaque livre, les mêmes qui lisent iront acheter les livres, mais ceux qui ne lisent pas, ils achèteront, ils l'échangeront, ils feront du troc. Voilà. C'est ce qui s'est passé en Italie. Bah oui, c'est la politique des passes culture. Exactement. Et en fait, ça n'incitait pas à aller vers ou le cinéma ou le théâtre, parce que ça allait déjà, avec cet argent-là, qui est quand même de l'argent public, vers exactement. On va te donner le micro. Je voudrais vraiment que Brigitte parle, comme ça elle parlera aussi des JO et de la culture. Oh non. Elle pensait ne plus bosser, bah si, t'es venu, tu bosses. Hein. Non, d'abord je suis très heureuse d'être là, David, et de t'avoir entendu, ça nous fait un bien fou à tous, quoi. Ça s'appelle, je pense, des énergies positives. Tout le monde connaît Brigitte Tusser. Non, pardon, j'ai été maire du 17e, députée de cette circonscription LR, mais certains en ont décidé autrement, et cet endroit ici que je connais bien, Studio Harcourt, dont je veux ici redire toute l'admiration que j'ai pour ce lieu. Juste pour répondre, il y a un problème de cohésion de politique culturelle en France. Moi, j'ai été rapporteur du budget culture en tant que députée, puisque j'étais à la mission. Je suis à la commission des affaires culturelles à la mairie de Paris. Et en fait, la culture, c'est une politique nationale, certes, c'est une politique régionale, c'est une politique municipale. Il y a des volontés, et dans les volontés qu'on aurait pu retenir de la politique culturelle nationale, il y avait le fameux pass culture, dont vous avez dû entendre parler, avec une somme d'argent, et après, les jeunes en faisaient ce qu'ils faisaient, mais la répartition n'était pas de les inciter à aller vers des endroits culturels vers lesquels ils n'allaient pas spontanément. Moi, quand j'étais maire, on a créé le pass culture du 17e, où tous les acteurs culturels du 17e faisait une offre attractive. Le Théâtre Hébertot faisait 10 € de réduction, la FNAC proposait une dédicace avec un écrivain, et chaque mois, il y avait une offre culturelle différente avec une carte gratuite. Ça, c'était le niveau municipal. Mais vous avez des passes culture régionaux ou autres, et le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu d'audit de fait au niveau du lancement de ce pass culture, qui a plus été anecdotique et qui a d'ailleurs coûté une fortune. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est un moyen d'accès à la culture, parce que c'est en général
festival, beaucoup d'offres qui ne sont pas pour ceux qui, en effet, au départ, comme tu l'as dit, ce sont toujours les mêmes. Donc, voilà, je voulais donner cette parenthèse-là, parce qu'après, si je pars sur d'autres sujets, oui, il y avait aussi sur le patrimoine, parce que juste un mot. Le ministère de la Culture, normalement, il doit faire une politique culturelle. Mais moi, quand j'étais rapporteur du budget, j'ai surtout passé mon temps à entendre les acteurs de la culture, plus que la politique culturelle qui était portée par un ministre. Parce qu'en fait, le monde de la culture en soi, et je parle devant des personnes de la culture, vous prenez le théâtre, il y a plusieurs syndicats. Vous prenez le cinéma, il y a plusieurs syndicats, etc. Et donc, vous allez surtout défendre et écouter des intérêts collectif, plus que de porter une politique culturelle. Et moi, je serais bien incapable, alors que j'étais rapporteur du budget de la culture, de donner des définitions de ce que les ministres précédents ont pu porter les uns et les autres. Je referme la parenthèse. Les JO et la culture, c'est une aberration, vous l'avez entendu, et le monde de la culture s'est révolté, et particulièrement le monde des festivals, puisqu'il leur a été demandé de décaler leur programmation. Pour certains, c'est possible, pour d'autres, c'est impossible. Il y a une problématique bien sûr culturelle et une problématique que personne d'ailleurs pour l'instant n'a encore, je crois, souligné, qui est un problème de sécurité, car tout le personnel, les forces de l'ordre et les forces de sécurité privées qui à l'heure actuelle ne sont pas suffisantes vont manquer, puisque j'ai fait aussi une étude sur la sécurité des festivals qui est à la charge des festivals, sauf Cannes et Avignon, mais je referme la parenthèse. J'ai refusé qu'on paye. Voilà, et donc il y a 2 festivals qui ne payent pas en France leur politique de sécurité. Bon, je referme la parenthèse. Non, mais je pourrais être comme toi, parler de culture pendant très longtemps. Moi, je voudrais dire juste combien c'est rassurant de t'avoir entendu ce soir et féliciter aussi les invités pour la qualité de cet échange. Merci à toi, David. Merci, Brigitte. Mais vous voyez, dans la lignée de votre question et de ce que disait Brigitte, si on avait une politique culturelle ambitieuse, on a le plus grand réseau d'Europe de salles de cinéma et de théâtre. Le ministère de la Culture reconnaîtrait la valeur de certaines œuvres. Mais ça, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas hiérarchiser, parce qu'on relativise tout, parce qu'on a peur de tout, parce qu'on est incapable de faire un répertoire des grandes œuvres. Alors on le fait encore dans l'éducation, parce que c'est une résurgence du passé où il y a des grandes œuvres à enseigner, de moins en moins malheureusement. De moins en moins, me dit Lisa. Il n'y en a plus du tout, me dit Lisa. Donc je suis trop vieux. Et on aurait pu imaginer, problème de pouvoir d'achat, problème d'entrée au cinéma. Mais moi, je veux bien payer un peu d'impôts pour que, en tout cas, que le ministère de la Culture dise voilà quelques grandes œuvres cinématographiques ou théâtrales que tout Français doit voir. On a un marché captif que sont les enfants dans les classes. On fait un accord qui a du sens économique avec les exploitants de salles et on montre ces œuvres pendant l'année 2023, l'année scolaire 2022-2023. Et là, on va permettre à des personnes on leur apprend à décrypter l'œuvre, on leur montre des grandes œuvres populaires. Ça se fait, mais trop peu. On n'utilise pas les outils que l'on a. On n'utilise pas les châteaux de la Loire. On n'utilise pas les grands édifices religieux que nous possédons. On n'amène pas les gamins à leur montrer le génie qui a prévalu, sauf exception. Ce serait ça une politique. Et une politique culturelle doit avant tout être une politique du patrimoine. C'est la transmission, c'est essentiel. Aujourd'hui, on consacre 320 millions à la défense du patrimoine. C'est ridicule, c'est grotesque. Il y a le budget de la culture, indépendamment de l'audiovisuel, c'est 4 milliards à peu près, 4 milliards 200 millions d'euros de mémoire. Le budget, les collectivités territoriales injectent 10 milliards par an dans la culture, plus du double de l'État. Et les communes de France, c'est 8 milliards d'euros par an pour restaurer le patrimoine, soutenir des compagnies de théâtre, mettre de l'éducation artistique et culturelle dans les écoles. Ce qui est normalement du ressort de l'EAC, du ressort de l'État. Donc il faut tout revoir, il faut que le ministère soit un ministère d'impulsion, soit un ministère de transmission. Et aujourd'hui, il ne fait que gérer. Et tu as dit qu'on n'avait pas évoqué. Et moi, je l'ai vu quand j'ai fait une campagne en 2017 pour François Fillon, où j'allais voir les acteurs de la culture et j'ai découvert tous ces syndicats de gens très compétents pour défendre sur la répartition de la valeur, qui sont des questions importantes. Mais on ne parlait jamais d'œuvre. On ne parlait jamais de vibration, de poésie. On parlait de partage de la valeur. Voilà. Oui. Vous avez enlevé une grève, hein. On a terminé pour ce soir. On va remercier Stéphane Simon. Merci beaucoup.
Arnaud Chalmani, merci beaucoup et merci.